Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment Ouais, pas. Moi, ok. moi j'aime ça. J'aime bien Ok. qu'on me mette en face du miroir Ok. et si c'est pas, voilà, il faut être C'est le challengé. meilleur moyen de progresser vite, je trouve. Donc, en gros, c'est une épargne Compte d'à peu courant. près combien d'euros en moyenne, tu penses, pour... Sur l'arrondi automatique ouais. seulement avec un multiplicateur x1, Ouais. c'est entre 10 et 15 euros par semaine. Ok. Ça fait 40 à 60 euros par mois et ça fait 650 euros par an. Donc Bitcoin, ce qui fait que c'est un bon support d'épargne, c'est que ses propriétés monétaires ne changeront jamais. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y aura 21 millions de Bitcoin et il n'y en aura jamais plus et personne ne peut jamais changer ces règles-là. À force d'investir 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes tous les jours pendant par exemple 3 ans, je me suis dit c'est fou, en fait n'importe qui en fait peut se retrouver avec une somme 50 000 euros, 100 000 euros demain sans s'en être rendu compte. Et en fait j'ai eu un coup de cœur direct, je me suis dit il faut que je l'ai. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 650 euros, mais sur la durée qui se valorise, En puisque plus. tu t'exposes à la performance haussière du Selon Bitcoin. la performance du Alors, Bitcoin. selon la performance du Bitcoin, on a commencé avec une proposition de valeur qui était très simple et très claire, c'était de faire de l'épargne, de permettre à n'importe qui d'épargner en Bitcoin sans aucun effort, notamment via cette mécanique de l'arrondi automatique. Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alexandre Roubaud, le fondateur et CEO de Bitstack. Salut à toi Andrea. Comment tu vas ? Ça va super, merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Je pense qu'on peut raconter à ceux qui nous écoutent comment ça s'est passé parce que c'est assez drôle. Ouais, c'est vrai. Avant que tu franchisses le pas de la porte de chez moi, parce que je fais le podcast chez moi, je me rappelais même pas de ton nom de famille tellement je t'ai invité sur un coup de tête, un coup de cœur. Ça s'est fait en moins d'une semaine. En fait. Ça s'est fait en moins d'une semaine. Ouais. Hein. Et donc merci d'avoir accepté parce qu'en plus là j'ai mis qu'un épisode en ligne et t'as accepté direct. Donc ça Ouais. c'est sympa, c'est un vrai truc d'entrepreneur. Et en fait comment je t'ai découvert, j'étais sur TikTok tranquille, je me suis fait avoir un peu par l'algo, j'étais en train de swiper un petit peu les contenus. Et là, je tombe sur un format, je pense, UGC, donc 9/16e. Ouais. Je le répète jamais assez souvent, mais le format 9/16e, c'est vraiment le truc qu'il faut faire pour avoir de la pub en ce moment. Marche bien, ouais. Et je tombe sur une pub, et là, donc, je tombe sur le concept. Le concept, c'est quoi ? C'est, par exemple, je vais au supermarché, j'utilise ma carte, et tu nous expliqueras après comment ça fonctionne. J'en ai pour 19,50 €. Toi, tu es capable de faire l'arrondi au-dessus. Donc, les 50 centimes entre 19,50 € et 20 €, ces 50 centimes-là sont directement et automatiquement investis et épargnés sur un... Ça, tu vas nous raconter aussi, Ouais. j'ai pas les mots techniques, un plan épargne Bitcoin. Ouais. Donc, et j'ai trouvé On ça peut génial appeler parce ça que je comme me ça, suis dit, toutes les fois en fait, où on pourrait arrondir au-dessus en dépenses sans s'en rendre compte, ça touche tout le monde. Et comme on sait que, si je dis une bêtise, mais le Bitcoin vaut 1 million demain, à force d'investir 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes tous les jours pendant par exemple 3 ans, je me suis dit c'est fou, en fait n'importe qui en fait peut se retrouver avec une somme 50 000 euros, 100 000 euros demain sans s'en être rendu compte. Et en fait j'ai eu un coup de cœur direct, je me suis dit il faut que je l'ai. Et du coup je te connaissais pas et c'est ça qui va être génial, je vais pouvoir en savoir plus sur toi aujourd'hui. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de Bitstack de différentes façons et toi tu l'as vu presque plus côté client en fait en voyant une vidéo où on pitch le concept. C'est ça. Et je me suis fait avoir en fait en tant que consommateur, Ouais, c'est-à-dire que ça. en fait moi je me suis dit mais j'aimerais trop avoir une carte comme ça, Ouais. une carte Bitstack. En vrai moi ça m'intéresse d'avoir une carte comme ça parce que je me dis combien de fois je pourrais arrondir au-dessus. Ouais. Alors j'ai une petite question technique avant qu'on démarre parce que ça me vient direct. Est-ce que tu peux choisir ton arrondi au-dessus? Par exemple là on passe de 19,50 € à 20. Est-ce que par exemple tu pourrais faire arrondir à la dizaine au-dessus, par exemple 18 €, c'est 2 € par rapport à 20? Ouais, alors je réponds directement peu technique, à celle-là, hein, ouais, désolé. mais non, pas de souci. Alors aujourd'hui, l'arrondi automatique sera toujours à l'euro supérieur. Ok. Donc là, ça, il n'y a pas ce paramétrage-là. Ok. En revanche, ce qu'on a fait dans l'app, c'est que tu peux ajouter ce que nous on appelle un multiplicateur d'arrondi. Donc ce sera toujours à l'euro supérieur. Je reprends ton exemple, 19,50 €, donc c'est à 20 €, 50 centimes. Tu peux mettre x1 qui est par défaut, x2, x5 ou x10. Donc ça va être 50 centimes, 1 €, 5 €. Trop bien. Etc. Donc ça c'est une possibilité pour justement ceux qui veulent épargner davantage. Et la petite précision, je me permets directement de rebondir parce qu'il y a un petit truc intéressant, c'est justement toute la beauté du truc, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser la carte Bitstack. En fait tu connectes ton compte bancaire existant. Donc c'est ça qui fait que c'est accessible à tous. Ouais, on en parlera peut-être. En fait on utilise là juste en un mot l'open banking. Ok. Donc c'est le fait de pouvoir connecter son compte bancaire à l'application. Et donc par exemple toi tu es chez LCL, Crédit Agricole, Boursorama, peu importe la banque. Tu vas connecter ce compte en banque à l'application Bitstack. Tu vas utiliser ta carte existante, donc ta carte LCL. Et c'est quand tu dépenses avec ta carte LCL que nous, on est en mesure d'arrondir. Ah, c'est dingue. Donc là, c'est vraiment n'importe qui peut l'utiliser. Parce que j'ai dit, il y a une carte Bitstack, mais en réalité, non, je peux utiliser ma carte. C'est ça. Moi, je suis là, par exemple, j'ai plusieurs banques, mais là, celle historique, c'est BNP. Je vais avec ma carte BNP et ça arrondit directement au-dessus. Alors, qu'est-ce que
techniquement, c'est vous utilisez quoi ? Il y a des API en fait. Enfin, les banques proposent des API. Alors, je savais pas ça. Exactement. Il y a des acteurs. Alors, les banques proposent des API. En fait, la Commission européenne a fait voter quelque chose qui s'appelle la Directive européenne sur les services de paiement, le DSP2. C'est communément plus connu sous le nom de Open Banking. Et c'est une directive qui a forcé les banques justement à mettre à disposition des API pour que les clients de ces banques puissent utiliser leurs données. Donc c'est nouveau en fait, ça, le système d'API. C'est nouveau il y a quelques années, mais ça reste plutôt récent. Mais ce système-là n'aurait pas pu exister sans cette loi et cette API. Exactement. Et est-ce que c'est obligatoire pour les banques de proposer cette API ? Du coup, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Suite à cette directive. Donc si toi, tu lances une boîte, donc Bitstack, tu veux te connecter à l'API d'une banque, légalement, elle n'a pas le droit de refuser. Elle n'a pas le droit de refuser. Et la petite précision, c'est que du coup, il y a des acteurs du marché qui, eux, leur job, c'est de mettre d'agréger toutes ces API, parce qu'il y a des centaines de banques quand même. Donc d'agréger, de fournir une seule API. Et nous, on est clients de ce prestataire-là. Ok, d'accord. Il y a une API qui est centralisée. Et c'est un truc de l'État, ça, ou c'est Non, c'est des boîtes privées. Ça doit bien marcher, ça. La dernière a été rachetée par Visa. Donc c'est une filiale de Visa, notamment on travaille avec eux. Et eux, leur job, c'est d'agréger toutes les API, d'en fournir qu'une. Et nous, on se plug à eux. Donc pour toi, c'est beaucoup plus simple parce que si tu avais dû te connecter à 100 API différentes, ça serait un enfer. Bon, là, tu vois, je suis tellement passionné par le projet, que je suis rentré dans la technique. On est directement dans. Ça m'est jamais arrivé. Normalement, je demande toujours le parcours et tout. Mais là, je suis tellement comme un fou de ça parce que je trouve ça dingue et j'ai l'impression que ça permet d'évangéliser une certaine forme d'intelligence financière. Et moi, ça me plaît bien parce que j'aime bien ces concepts assez simples, bienveillants et qui peuvent fonctionner pour tous. Et tu vois, n'importe qui finalement. Et puis ça touche tout le monde, quoi. Ouais. C'est le sujet de l'épargne. Le sujet de l'épargne touche tout le monde, ça parle à tout le monde, c'est important pour tout le monde. Et donc nous, notre mission, comme je dis tout le temps, elle est double. C'était d'aider les gens à épargner, parce qu'on peut pas investir, que ça soit dans le Bitcoin ou sur n'importe quel autre actif, si on n'est pas en mesure de d'abord épargner. Donc comment est-ce qu'on rend l'épargne plus ludique, plus accessible ? Donc c'est ce qu'on a fait via notamment l'arrondi automatique. Et en deuxième temps, une fois qu'on est en mesure de se dégager une épargne, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on peut protéger dans son épargne sur la durée et la valoriser ? Et là, il y a toute la proposition de valeur du Bitcoin aussi qu'on abordera. Ça, on en abordera après. Et du coup, ce que je trouve génial, c'est le côté donner des alternatives aux gens. Voilà, Moi, je trouve qu'on était dans un système financier où concrètement, ta banque, t'as ton banquier, il te propose 2 produits parce que voilà, tu es dans une banque, on va dire, de détail. Et concrètement, tu as le choix entre le choix A, le choix B. Et en général, c'est le PEL, l'assurance vie qui revient souvent, et puis le livret A, quoi. Donc c'est toujours des produits assez classiques et pas très innovants. Donc je trouve ça génial qu'il y ait des sociétés comme ça qui permettent aux gens d'avoir plus d'alternatives aussi. Et important à noter qu'il est souvent toujours inférieur, le taux qu'on aura sur ces produits à taux, d'ailleurs c'est des produits d'épargne à taux, on appelle ça, seront souvent inférieurs à l'inflation. Donc c'est vrai que son pouvoir d'achat diminue dans le temps. Et donc d'où l'importance d'avoir une alternative. J'ai fait un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps du banquier, parce que j'ai regardé le taux annuel moyen de l'inflation en France. Il était de 5,40%. Et j'ai fait une petite blague, une petite joke en mode le banquier vient te voir et te dit j'ai un super produit pour toi Alexandre de 3%, tu vas pouvoir gagner 3% par an. Et moi je disais dans mon post marrant, c'est non, vous ne me garantissez pas de gagner 3%, vous m'assurez d'en perdre 2,4%. C'est exactement la différence entre l'inflation et le taux. Alors attends, on va revenir après là-dessus, c'est un peu technique. Est-ce que tu peux te présenter du coup ? Moi j'aimerais bien en savoir plus sur toi, je sais même pas quel âge t'as. Ok, je te refais la petite présentation classique, on va dire. Donc moi c'est Alexandre Roubaud. Aujourd'hui, donc cofondateur et CEO de Bitstack. J'ai 27 ans. Ah ouais, t'es jeune. En fait, je dis j'ai 27 ans, je vais avoir 27 ans cette année. Donc en fait, t'as 26 ans. Même moi, tu veux te vieillir tellement, tellement tu réussis tôt. Exactement. Donc non, j'ai 26 ans. Pour retracer un peu mon parcours, en fait, donc je suis français. Je te disais tout à l'heure, je suis d'Aix-en-Provence à la base, donc de la région sud. Aujourd'hui à Paris pour la société. Mais entre-temps, j'ai fait un parcours où en fait, je suis parti faire mes études à l'université de McGill, pour ceux qui connaissent, donc à Montréal, au Canada, au Québec, où moi, j'ai fait une école de commerce. Et pour la petite anecdote, alors je sens rentrer dans les détails maintenant, mais c'est à ce moment-là que je suis tombé sur le Bitcoin. D'accord. Puisque au Canada, il s'avère c'est plus évangélisé là-bas. C'était plus évangélisé. Ethereum a commencé, par exemple, aussi au Canada. Mais peu importe, il y avait une grosse communauté de Bitcoiners, Bitcoin au Canada. Et donc, moi, j'ai eu la chance, j'aime bien dire, parce que c'est en rencontrant des personnes qui étaient dans le milieu que j'ai pu en apprendre plus sur Bitcoin et pourquoi c'était intéressant de se pencher sur le sujet. C'est comme ça que j'ai rencontré mon cofondateur, qui est maintenant mon cofondateur, mais à l'époque était aussi un étudiant de l'université, lui en école d'ingénierie. Vous êtes des anciens,
Je veux dire collègue, je sais pas comment on appelle. Ouais, camarade de classe. Camarade de classe, non, puisque justement, moi, j'étais en école de commerce et lui en école d'ingé. Et la seule raison pour laquelle, en fait, on s'est rencontrés, c'est que moi, j'avais déjà monté une boîte sur le Bitcoin pendant que j'étais étudiant, qui était incubée au sein de l'accélérateur de l'université. Beaucoup des universités américaines ou nord-américaines ont des accélérateurs en interne. Et lui était le président de l'association Bitcoin, Blockchain, Crypto à McGill. Et donc, lui organisait des événements. Moi, j'avais cette boîte, ce projet. Et donc, on s'est rencontrés. On a chacun fait carrière de notre côté après nos études, lui en tant que dev en tech, et moi je suis allé diriger le produit d'une fintech canadienne qui faisait de l'épargne. Donc le sujet de l'épargne, c'est un sujet que je connais bien maintenant. T'étais product owner en gros? Voilà, ça, j'étais product manager de cette boîte qui faisait de l'épargne et de l'investissement automatique via l'arrondi, notamment via cette mécanique-là. Comment ça s'appelait Ça s'appelait alors à l'époque Milo, et après ils ont changé de nom pour Mocha. On avait notamment lancé le produit au Canada et en France. La boîte a été rachetée au moment où moi je suis. Donc moi je suis parti suite à ce rachat-là par une grosse néobanque canadienne. Ok. Donc tu étais déjà en tout cas dans l'écosystème. Hein. J'étais dans l'écosystème de l'épargne, l'investissement. Alors, c'est de l'épargne, on me demande souvent sur ce qu'on appelle du robot advisory, donc des portefeuilles diversifiés d'actions, obligations, cash, en fait, en fonction de ton profil de risque. Donc c'était super cool, c'est vraiment dans cette démarche de démocratisation de l'épargne et de l'investissement pour les Canadiens pour le coup et ensuite pour les Français. J'aime bien revenir sur les parcours parce qu'en fait on voit le sens. Ben voilà, c'est ça. Comment tu arrives là. C'est pas anodin, l'épargne, Bitcoin et l'arrondi, c'est en fait des sujets que j'ai juste réconciliés. Et du coup, ça ferme un peu la boucle. Au moment où la boîte a été rachetée, j'ai voulu réconcilier ces briques-là. Donc, au moment où la boîte a été rachetée, toi, tu t'es dit, bah voilà, je vais voler de mes propres ailes, je vais lancer ma propre boîte. Et c'est aussi un des grosses. Moi, j'encourage souvent les gens à faire à se lancer en produit, sur des jobs de produits, parce qu'en fait, tu vois comment la boîte elle est montée de A à Z. Et un peu comme tu l'as dit, en fait, je me suis un peu bêtement dit, mais en fait, je vais juste la monter moi-même. C'est génial ce que tu dis. C'est marrant parce qu'hier, donc, je recevais Boris Golden, qui est le général partner de Partech. Et figure-toi qu'il a commencé comme directeur produit chez Viadeo. Et, et en fait, souvent, les gens qui viennent du produit sont très bons dans des projets technologiques. Pourquoi ? Parce que pour qu'un projet tech fonctionne, il faut effectivement que le code tourne bien derrière, mais il faut que l'expérience et les workflows de l'utilisation du produit. Donc, il y a vraiment besoin de ces compétences. Donc, le produit revient souvent quand même dans des projets tech, je trouve. Donc, c'est vraiment une bonne compétence à avoir. Donc, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Carrément. C'est la partie la plus importante. Tu mets en avant la création de valeur pour le client final, tout en travaillant avec tous les différents parties prenants qui sont l'équipe ingé, l'équipe conformité quand tu es sur des projets financiers. Tu réunis tous les métiers en fait. Et puis tu es en front. T'es au devant de la scène, quoi. C'est ce que tu vois, même quand le parcours utilisateur, quand tu t'inscris, etc. Absolument. Et du coup, donc, c'est ça, j'ai quitté donc la boîte a été rachetée, il y avait la possibilité de continuer avec l'acquéreur. C'était en quelle année ça ? Ça, c'était fin 2020. Fin 2020, début 2021. Et à ce moment-là, je rentre en France avec comme mission de lancer Bitstack. Et il y a une raison pourquoi je suis rentré en France. Donc je lance ça et tu me dis si on l'aborde direct. Mais, non, j'ai d'autres questions avant. Mais vas-y. Alors tout simplement parce que le cadre réglementaire venait de changer pour justement créer des sociétés autour des crypto-monnaies. C'est la loi DSP2 dont tu parlais tout à l'heure ou c'est une autre loi ? Ça, c'est autre chose. Et la deuxième, c'est un peu les deux briques qu'on a, c'est le PSAN. Donc le fameux prestataire de services sur actifs numériques avec l'enregistrement PSAN. Donc ça, c'est important, puisqu'on en parlera peut-être après, il y a différentes nuances sur les différents cadres réglementaires. L'enregistrement PSAN qui est survenu suite à la loi Pacte, qui a permis maintenant aux acteurs qui fournissent des services autour des crypto-monnaies de se réguler. D'accord. Moi, j'ai vu ça comme une opportunité. Bien sûr, oui. Donc, vu qu'ils ont régulé, c'est une opportunité. Souvent, on appelle ça des opportunités légales qui te permettent d'ouvrir un marché. En fait, ça ouvre un marché qui n'était peut-être pas. Quand c'est pas régulé, tu pouvais pas forcément. Voilà, tu pouvais. Ça avait plein de contraintes. Et là, c'était dans l'idée surtout sur l'épargne. Encore une fois, c'est des briques qui s'accumulent, de créer une solution de confiance pour le particulier. T'avais deux sujets, toi, quand même, parce que tu avais le sujet d'attaquer un nouveau marché qui avait besoin d'être régulé, la crypto, mais tu touchais aussi à l'épargne, à la finance. Qui sont des sujets qui sont aussi très régulés. Donc, tu avais une double régulation, ce qui est pas mal aussi, je pense, parce que du coup, c'est peut-être une petite barrière à l'entrée quand même, parce que toujours réconcilier toutes ces contraintes réglementaires, c'est toujours carrément. Un peu compliqué. Et il y a une autre contrainte qui est quand même intéressante, c'est que moi, en revenant d'Amérique du Nord, bien que je sois français, ça faisait quand même presque 7 ans que j'étais au Canada, j'ai réalisé ce que je savais déjà, mais je l'ai vu concrètement, les différences socioculturelles entre l'épargne et l'investissement en France et en Amérique du Nord, qui n'ont rien à voir. Super intéressant. Parce que, comme je dis toujours, en fait, j'ai réalisé après, tout ça, d'après moi, découle du fait qu'on a un système de retraite, c'est un peu le sujet en plus du moment,
qui est radicalement différent. C'est le système de retraite par répartition ou par capitalisation. Quand on capitalise pour sa retraite, on est amené plus naturellement à vouloir investir puisqu'on doit la capitaliser. Sa retraite, c'est ça la définition. Et c'est pour ça que tous les Américains et beaucoup aussi au Canada, les gens ont directement des portefeuilles exposés au marché actions ou au marché obligations, alors qu'en France, en fait, on n'est que sur des produits à taux et on ne capitalise pas beaucoup parce que la retraite est garantie. C'est ça. Mais c'est génial, je trouve que ça tombe au bon moment dans une ère où justement les retraites sont plus ou moins garanties, que c'est plus ou moins compliqué. C'est remis en question maintenant, c'est vrai. C'est remis en question. Et puis le fait du coup de remettre au centre l'épargne, pour les gens, moi je trouve ça génial parce que justement l'épargne, c'est le meilleur moyen finalement d'être indépendant par rapport à ce qu'on peut voir, quoi. C'est le point de départ, l'épargne. Et d'ailleurs, même pour l'entrepreneuriat, historiquement, dans l'histoire, l'épargne, c'est ce qui permet de pouvoir se dégager du temps et de pouvoir investir sur un projet entrepreneurial. Bien sûr. Comment il s'appelle ton cofondateur et quel âge il a ? Il s'appelle Kabir Sethi. Okay. Il a, alors si je me trompe pas, 24 ans. Il est plus jeune que moi. Oh putain. Ouais. Il a 2 ans d'écart, 2 ans plus jeune que moi. Ok. Ingénieur de formation, ingénieur de carrière. Okay. Et lui, il est canadien ou il était français aussi ? Alors lui, d'origine, il est indien. Okay. Il est parti faire ses études au Canada. Enfin, il a beaucoup bougé, il a beaucoup voyagé. Alors, okay. C'est un profil international un peu plus ? C'est un profil international avec des origines indiennes. Okay. Ensuite, études au Canada à McGill, donc comme moi. Et ensuite, lancement du projet BeatStack ensemble. Génial. Et donc, du coup, vous êtes un peu 2 cofondateurs, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'occupe lui est CTO de la boîte. tech, voilà, CTO, donc profil un peu technique qui s'assure des briques techniques, et toi plus sur la partie, je sais pas si on peut dire bizdev produit. Voilà, c'est ça. Moi j'ai un background produit, donc forcément je porte cette casquette un peu produit, bien que lui il la porte aussi. Et donc toi un peu front, lui un peu back. Ouais, on va en mode technique, on va dire un peu comme ça, ouais. Dans le sens un peu général, tu vois. Ça. Alors après on porte beaucoup de casquettes, comme tu le sais, mais un peu tout. mais on fait toujours un peu tout quand on est entrepreneur. Les casquettes principales. Est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui nous écoutent, que je trouvais ça sympa le nom BeatStack, d'où ça vient, je trouvais ça sympa. Alors on tournait autour du mot Bitcoin. Donc, on a vu qu'il y a plein de produits qui tournent autour de Bitcoin, Bit quelque chose. Donc, on a repris cette première 3 lettres et en stack en anglais qui veut dire accumuler. Okay. Et comme on était sur ce modèle de l'épargne et d'accumuler du Bitcoin petit à petit sans s'en rendre compte, comme tu l'as dit plus tôt, on a fait BitStack. Ok, donc Bitcoin et stack, donc accumuler du Bitcoin. Voilà, c'est ça exactement. Simplement. Ok, super intéressant. Ton parcours du coup, parce que j'ai vu que tu avais fait le wagon aussi, ça m'intéresse parce que nous chez Eskimos, on a aussi lancé un bootcamp sur des métiers de l'acquisition. Et le wagon, je trouve que c'est une belle référence dans l'écosystème. Est-ce qu'elle est bien cette formation ? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Parce que je trouve que c'est une bonne formation. Ouais, alors pour peut-être retracer juste avant, et c'est toujours des raisons à pourquoi j'ai fait ça ou ça. Moi, à l'Université McGill, donc je fais une école de commerce. L'avantage sur les programmes nord-américains, c'est qu'on peut quand même c'est modulable en fait, ce qu'on peut étudier. Moi, j'avais déjà choisi de faire pas mal de différentes briques. Donc, je faisais de la stratégie d'entreprise, je faisais de l'entrepreneuriat en études et de l'analyse de données. Donc, j'avais déjà un petit background technique. Et la partie technique, dans une démarche de vouloir créer du produit, à l'époque, je me dis, il faut que je comprenne un peu ce qu'il y a sous le capot. C'était un peu ça ma démarche. Je veux savoir un peu les rouages de différents produits. Et je voulais du coup pousser ce bagage technique plus loin. Je suis tombé sur le wagon parce que je cherchais un bootcamp. Okay. Et donc, je venais de graduer. Donc, ça, c'est fin 2018. Okay. Et je me dis, j'ai 3 mois où je vais un peu m'amuser et vraiment continuer à pousser un peu ce bagage technique-là. Ça viendra compléter mon profil. Donc, j'ai rejoint le wagon Montréal. J'ai fait maintenant ils ont plusieurs formations, mais à l'époque c'était juste la formation dev. C'est ça que j'allais te demander, parce que je sais qu'ils ont plusieurs programmes. Toi, lequel t'as fait, sur quel langage, pendant combien de temps ? Ouais, c'est alors si je dis pas de bêtises, c'est un programme de 10 semaines. 10 semaines, ok, donc 2 mois et demi. Ouais, c'est du web principalement, donc je sais pas si c'est toujours le cas, mais moi j'ai fait du Ruby on Rails, donc Ruby et Rails c'est la framework sur le back-end, et le front c'est du JavaScript. Je pense que Ruby on Rails c'était à la mode, moi quand je me suis lancé il y a 10 ans, tout le monde en parlait, c'était le langage de Twitter, etc. je crois, et c'était le langage qui semblait facile, et en fait on s'est tous rendu compte que ça devenait de plus en plus compliqué parce qu'il y avait très peu de dev non plus. Aujourd'hui, Ruby on Rails, tu penses que c'est encore à la mode ou pas ? Je sais pas si, quand tu regardes les stats de nombre de devs sur GitHub par exemple, c'est JavaScript. C'est JavaScript. Je sais que le langage technique le plus utilisé dans le monde c'est Python. Ouais, Python. Alors, Python, pour la petite info, nous, on utilise Python. BeatStack. Le back, c'est Python. Le front, Et d'ailleurs, dans le Web3, je sais que c'est le langage le plus utilisé aussi, Python. Ah ouais, ok. Donc, c'est vraiment le langage à la mode, quoi. Et nous, on a fait un pari, un parti pris sur le front. On allait sur Flutter, qui est la nouvelle framework de Google. Ok. Les deux, généralement, c'est React Native, qui est celle de Facebook. Ouais, en général, c'est React, ouais.
Et En nous, général, on a c'est un fait, back en Symfony et un front en React. Ouais, c'est ça. Ou React Native pour le mobile. Et Ouais, nous, React on Native, est parti sur Flutter. Mais voilà, chez Parce que ce qui est Wagon, pratique c'est pour les JavaScript. applications mobiles, quand tu es en React, c'est que l'application est à la fois disponible en version web, mais aussi sur les applications Apple et Android. Donc du coup, tu n'as qu'un langage, on va dire, comment on appelle ça, à entretenir. Donc c'est le côté pratique, t'as qu'un code source, alors que à l'époque tu devais avoir un langage, un sur Android, un sur Apple, un sur pour ton site, natif, et tu devais entretenir 3 langages, 3 apps différentes. Flutter le permet d'avoir ce même fonctionnement. Voilà. Flutter, c'est un langage qui s'appelle Dart, et Flutter c'est la framework, donc c'est un peu comme on dirait JavaScript et React Native, et donc c'est la même chose. On peut déployer via Flutter sur Android, iOS, même une version desktop ou web. Okay, bon, déjà, on sent que vous êtes bon techniquement. Justement, vous avez déjà qu'un code à entretenir. Ça peut souvent être la galère de multiplier par 3 les coûts pour entretenir ces apps. Donc, du coup, vous êtes 2 cofondateurs initialement. Ouais. Vous êtes à 50-50 alors non, pour le petit détail, non, on n'est pas 50-50 parce que sur le projet... alors, on est parti d'une démarche où on voulait faire 50-50. Okay. Au moment où on a lancé le projet, il y avait un constat qui était justement le parti cadre réglementaire qui était intéressant parce que c'est à la fois une opportunité, mais qui dit conformité dit coût. Oui. Et donc, dans une démarche où on était obligé de s'enregistrer pour pouvoir lancer l'activité, il y avait un investissement, un apport qui était requis. Pour réguler. Pour aller créer le dossier, monter le dossier auprès de l'AMF. Donc l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers, qui est l'entité qui régule tous les produits et services financiers en France. Monter le dossier, le préparer, le monter, le déposer et travailler avec l'AMF pour le faire valider. Ça me fait penser, je fais une petite parenthèse, à une boîte qui s'appelle IBAN First. Je ne sais pas si tu les connais. Je le connais très bien. Et au début, dans l'histoire, j'avais vu que justement, ils avaient besoin de fonds aussi. Parce que pour se réguler à l'AMF, donc tous ces projets technologiques, c'est une complexité en plus. C'est qu'au début, tu vas nous dire combien ça coûtait, mais j'avais entendu que c'était en centaines de milliers d'euros à l'époque. Alors ça dépend de la réglementation qu'on va chercher. Nous, c'est un projet qui nous a coûté 50 000 euros. Et donc, c'est moi qui ai fait l'apport des 50 000 euros. D'accord, parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler et dans une démarche d'anticipation entrepreneuriale, j'avais mis ces sous de côté. T'avais déjà épargné en fait. Voilà, j'avais déjà épargné finalement. Puis il s'avère que t'étais jeune à 26 ans. J'étais jeune et ça c'est la petite anecdote personne ne sait, c'est que il s'avère que 2020 était une bonne année sur le marché action aux États-Unis, juste avant 2019, juste avant la crise du Covid. Et comme j'étais extrêmement exposé au marché action, j'ai pas épargné 50 000, mais j'ai pu investir et obtenir jusqu'à 50 000. Et je suis sorti juste avant le Covid. Génial ton histoire. Parce que j'avais. Alors si t'étais pas sorti pour investir dans Bitstack, t'aurais peut-être perdu ton argent. J'aurais pas merci de raconter un peu les insights parce que c'est ce qui fait le charme des épisodes aussi, tu vois, qu'on se livre un petit peu. Du coup, on est parti de cette base de 50-50. On a un peu compensé sur le fait que j'ai fait cet apport-là. Et Kabir étant plus jeune que moi, il n'avait pas en fait juste cette capacité. Lui, il était presque sorti d'études. Donc, on est sur une presque équivalent 50-50. Ok, très clair. C'était la régulation pour l'AMF, c'est le PSAN dont tu parlais ? PSAN, ouais. PSAN. Et vous êtes passé par un organisme qui, si moi demain je veux lancer une boîte technologique comme Bitstack, est-ce qu'il y a des entreprises spécialisées qui te proposent de te réguler ? C'est des prestataires ? Je sais pas si tu as des noms à lâcher. Tu vois, on a peut-être des gens qui nous écoutent qui veulent lancer un projet comme ça. Carrément. Et se réguler. Alors, il y a 2 options. Soit tu montes le dossier tout seul, ce qui est clairement possible. Mais tu dors plus. Alors, c'est-à-dire que il faut que ça soit tes compétences. Moi, ce n'est pas mes compétences. J'ai pas de background de conformité ou juridique. C'est du légal, ouais. C'est ça. Donc, c'est recommandé de se faire accompagner. C'est une compétence compliance un peu qu'on appelle. Compliance et légal. C'est un mix des deux. Parce que voilà, il y a quand même des codes à suivre. Il faut rédiger. C'est quand même un document. Alors pour expliquer justement qu'est-ce que c'est que le dossier du PSAN. En plus, aujourd'hui, il se renforce, mais à l'époque, c'était seulement de monter ce qu'on appelle une politique LCBFT. C'est une politique de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement de terrorisme. D'accord. C'est pour dire qu'en tant qu'établissement financier, tu ne vas pas faciliter le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme. C'est quand même un document qui fait 40 pages, avec des classifications de risques, etc. Donc, si c'est pas ton métier, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Et donc, on s'est fait accompagner par un cabinet d'avocats spécialisé sur ce cadre réglementaire, le PSAN, qui s'appelle Orwell. Voilà, j'ai demandé comment ça s'écrit, comment s'appelle le cabinet, tu peux ORWL, qui est une référence à le livre et l'auteur Orwell. Ok. Super, c'est sympa de le partager en tout cas, parce qu'effectivement. C'est ça. Eux accompagnent toutes les entreprises qui veulent faire un dépôt de demande. Je pense qu'ils ont peut-être accompagné IBAN First à l'époque. C'est peut-être eux. Peut-être. Ok, non, super intéressant. Et ça paraît logique qu'il y ait des réglementations, parce que
si on pouvait tous créer une espèce de banque en ligne, se connecter à toutes les banques et qu'il n'y ait pas un minimum de contrôle, ce serait quand même un beau bordel. Donc heureusement qu'il y a aussi ces réglementations quand même. Il faut pouvoir tracer les flux, alors qu'on l'aime ou pas, mais en tout cas ça c'est la réalité, et on trace les flux pour savoir que ça finance pas des entités terroristes. Et du coup il y a des reporting à leur faire aussi, parce qu'ils doivent s'assurer que ça continue d'être bien fait tous les temps. Donc c'est un coût dans ton BP, c'est un coût dans le business annuel model. Dans ton business plan. Ouais. Et les fintechs, c'est un peu le gros challenge, c'est que les conformités sont très élevées. Ça coûte combien par an de rester en conformité par an pour une boîte comme ça ? C'est difficile à dire parce que ça va dépendre de chaque boîte. Il y en a qui vont vouloir être très carrés, il y en a qui vont peut-être faire les choses un peu à la limite. C'est difficile de te sortir un chiffre, mais je pense que tu as au moins 20% de tes coûts opérationnels qui sont sur la conformité. Là, clairement. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il faut se dire que déjà, il y a... 20% de tes coûts opérationnels, qu'est-ce que tu veux dire par ça, par rapport à ton chiffre d'affaires, par rapport à ton budget ? Je peux détailler. Sur ta masse salariale, tu as au moins 20% de ta masse salariale qui sera des ETP conformité. D'accord, ok. Donc, tu as un service compliance. Tu as un service compliance. Donc, tu vas avoir un service compliance, donc c'est 20% de ta masse salariale. Premièrement. Une personne sur 5 sont des gens qui travaillent pour la compliance. Pour l'instant, en gros, nous, c'est ce qu'on a et c'est ce qu'on a comme prévision sur le BP. Donc, oui, ça paraît normal. Des compliance analysts, des head of risk and compliance. Enfin, voilà, tu as plusieurs postes sur lesquels on recrute d'ailleurs. J'arrête pas de parler d'Iban First, mais parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui travaille là-bas. Et ça m'étonne pas, en fait, tout ce qui touche à la finance et qui est régulé par l'AMF, tu as un service compliance dans lequel tu dois dépenser. C'est une contrainte en plus. Une boîte tech classique, tu vas beaucoup investir dans le produit. Les produits tech, on fait ça, designer, product manager, tech. Nous, ça va être la même chose et beaucoup de conformité. Donc c'est ça. Et aussi quand je parle de coûts opérationnels, c'est-à-dire que nous, pour ceux qui connaissent l'application ou qui utilisent des applications de néobanque ou de fintech, il faut vérifier son identité, il faut traiter du paiement. Comment on appelle ça ? Le KYC. Le KYC. C'est le KYC de l'identité. Le fameux KYC, know your customer. Ouais. Tout ça, c'est des prestataires c'est des briques technologiques. D'accord, c'est des API à chaque fois en fait. API, SDK, c'est des briques technologiques qu'on plug dans le produit, et ça c'est extrêmement coûteux. Des produits pour détecter la fraude, pour traiter les paiements par carte, pour traiter les virements bancaires, pour faire le KYC, pour faire ci, et tout ça c'est ce que j'appelle aussi les coûts opérationnels. Juste pour rouler la plateforme, y a à peu près aussi encore 20% de coûts qui sont liés à ces outils-là. Ok, mais c'est super intéressant. Donc, mais quand tu dis 20%, parce que 20% tout ça, c'est sur la masse salariale, c'est pas sur le global. Du coup, l'un dans l'autre, je pense que ça fait presque le global. Puisqu'entre tes coûts opérationnels. Après, donc on va dire 20% de ton budget à la fin, c'est sur la compliance. De ton cash burn, tu as au moins 20% de ton cash burn. Oui, voilà, 20% de ton cash burn. 20 ou 40% avec les deux compris ? Non, parce qu'après, la troisième, nous, un peu, c'est les trois grosses briques de dépenses. C'est la masse salariale, les coûts du produit pour faire rouler le produit, et le troisième, c'est l'acquisition client, le marketing. Et ça, il n'y a pas de conformité là-dessus. Super intéressant. Et est-ce que sur le KYC, c'est une question qui m'est venue un peu technique, tu t'es plugué à un logiciel qui permet de vérifier l'identité automatiquement. Tu sais, il scanne automatiquement avec des IA. C'est ça qu'on paye, Donc ça, en fait, les utilisateurs... Si tu as 1000 inscrits par jour, j'en sais rien, tu nous en parleras après. Je peux confirmer. Tu vas pas pouvoir les faire à la main, quoi. Non, en fait, côté utilisateur, l'utilisateur va prendre une photo de sa carte d'identité. Et souvent, beaucoup d'applications aujourd'hui font ce qu'on appelle un liveness check, donc c'est-à-dire une vidéo de son visage. Oui, voilà, c'est de plus en plus répandu. Et justement, la solution, qu'est-ce qu'elle fait ? Déjà, elle va faire de l'extraction de données sur la photo du document d'identité, et aussi, en fait, avec le liveness check, faire une comparaison du document et de la photo sur le document et de la personne pour s'assurer que c'est là bien une seule et unique personne. Ok. Ouais, donc il y a des contraintes quand même. C'est bien d'en parler. J'ai vu que vous avez fait aussi le programme, l'incubateur Y Combinator. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler aussi Ouais, c'est ça. Donc parce que tu combines un peu les belles étiquettes, je trouve. Le wagon, Y Combinator, et ça, c'est des belles marques dans l'écosystème tech un peu. C'est vrai. YC, surtout que c'est une grosse fierté pour Kabir et moi, parce que c'est quelque chose, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs beaucoup de gens aimeraient en faire partie. Et puis il y a peu de Français qui arrivent à se faire incuber. Il y a peu de Français. Tu sais combien d'entreprises par an qui se font incuber là-bas qui sont français, c'est moins de 10%. Ouais. Moins de 10%. C'est au moins 60% US et 40%. C'est très rare, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un peu le Graal. C'est pour ça que je t'en parle. Ouais, c'est vrai. Une belle étiquette, et maintenant, en retour d'expérience, je peux confirmer que c'est une valeur ajoutée incroyable et inégalée. Ah oui, il faut que tu nous en parles du coup. Voilà. Et tu connais Techstars aussi alors figure-toi que c'était les deux sur lesquels on hésitait. Et bon, ayant eu YC, on a privilégié YC. Ok, parce que YC, on va dire, c'est le premier. Techstars, c'est peut-être le deuxième, non? Moi, je dis ça. Je sais pas s'il y en a qui vont pas être contents, mais YC, pour moi, c'est son propre classement, en fait. Et ensuite, tu as les tier 1, tier 2, tier 3, et Techstars est clairement un tier 1. D'accord. Mais c'est vrai que YC, d'après moi et d'après les retours que j'avais eus, c'était son propre classement, quoi. Ok. C'est God tier, comme il y en a qui disent. Ok, d'accord.
en rigolant. Mais alors YC, c'est vrai qu'on voulait y aller, on pensait que ça c'était quelque chose de très inatteignable. J'ai de la chance que je t'ai invité par hasard et je découvre plein de trucs intéressants là. En plus, je lance des j'ai peut-être un des seuls Français cette année qui est chez Y Combinator. Il y en a quelques-uns maintenant, j'ai la chance de pouvoir. Alors je me suis fait voir sur une pub TikTok comme quoi. Comme quoi, ouais. Il y a quelques jours seulement en plus. Ouais. Mais non, YC, c'est très cool et peut-être d'ailleurs je commence par ce que je voulais dire, ce que j'aime bien dire à la fin. Il faut postuler quand même parce que ça paraît inatteignable, mais clairement c'est possible. Nous on pensait que nos chances étaient fines et l'un dans l'autre. Le process de YC en plus hyper standardisé. On nous dit mais est-ce que tu connaissais quelqu'un, est-ce que tu peux rentrer de cette manière? Pas du tout. Le process de YC c'est très simple, c'est une candidature en ligne. Donc là il y a juste des réponses un peu classiques comme tous les accélérateurs. C'est quoi votre boîte, c'est quoi votre business plan, c'est quoi les fondateurs, faites une démo, faites un pitch. Et si tu es pris à cette première étape, tu as une deuxième étape qui est une interview. Et l'interview, elle dure 10 minutes. Et à la fin des 10 minutes, tu sais si tu es pris à YC. Voilà, ça paraît incroyable. Mais donc autant postuler. Autant postuler. Il y a des stats incroyables, si je dis pas de bêtises, je les avais postées sur mon Twitter. Je crois que c'est 50% des gens passent moins de 24 heures sur leur candidature. Des gens admis. Donc pour dire qu'en plus, ça prend pas beaucoup de temps. Plus de 50% des gens ont à peine une idée quand ils postulent à YC, des gens admis, pareil. Oui, donc il faut vraiment tenter. Mais c'est toujours pareil, la différence entre celui qui réussit et celui qui ne fait pas, ou qui échoue, c'est celui qui a essayé, qui arrive, qui a juste fait en fait. À un moment exactement. Mais c'est clairement ça la conclusion. C'est juste ça la conclusion du coup. C'est tenter le coup. Faut tenter le coup, il n'y a rien à perdre et au pire l'exercice c'est rapide en plus, c'est rapide, vous aurez perdu 24 heures de votre journée si on reprend les stats et clairement l'exercice est aussi hyper intéressant parce que YC est particulièrement connu pour forcer à être extrêmement concis et à bien connaître ses chiffres et à bien... Ils font des retours ou pas? Alors pour tous ceux qui sont invités à l'interview qui est la deuxième et dernière étape, on a un retour écrit et expliqué de pourquoi on n'a pas été pris ou pourquoi on a été pris. Si c'est juste sur la première étape, il faut savoir qu'il y a à peu près 20 000 candidatures par batch. Il y a 2 batchs par an. Ok, donc ils ont 40 000 candidatures. Par an, et ils prennent par batch à peu près entre 200 et 400 boîtes. Donc c'est 1% à peu près de sélection. Voilà, par batch. Et ils prennent donc, combien de boîtes à la fin par an du coup, par batch? 200, 400 400 on va dire, 400, 500, 250. Boîtes, dans le monde entier. C'est ça. Ils sont très connus parce qu'ils ont eu quoi comme boîte Coinbase, si on prend dans l'exemple crypto, leur plus belle boîte d'après eux, c'est Airbnb. Ah oui, il y a Stripe, si je dis pas de bêtises. Il y a donc c'est solide. GitLab, Twitch. Ok, d'accord, donc c'est très solide quoi. Ouais. Et alors du coup, raconte donc une fois que tu es admis, comment ça se passe? Est-ce qu'ils prennent des parts de la société? Voilà, alors il y a le deal, ça s'appelle d'ailleurs le deal YC. Que Techstars, je sais que moi j'ai investi dans une boîte tech il y a pas longtemps, qui a fait Techstars. Et Techstars, je me rappelle plus, mais ils avaient entre 2 et 5%, je crois, du capital, un truc comme ça. Ok, YC, c'est public, donc je peux expliquer concrètement. Historiquement, YC, le deal YC, c'était un SAFE, ce qu'on appelle un SAFE. C'est l'équivalent d'un BSAR en France, pour ceux qui connaissent. Un SAFE en anglais, c'est un Simple Agreement for Future Equity. C'est un véhicule d'investissement finalement. Ils investissent $125,000 américains avec un SAFE qui a un cap, ce qu'on appelle une valo, qui leur permet de garantir 7%. Donc c'est $125,000 pour 7%. Okay. Depuis le Covid, on va dire à peu près, YC a annoncé un nouveau deal qui est donc un premier SAFE de 125,000 avec un cap qui leur garantit 7%. C'est-à-dire que dans tous les cas, quelle que soit la valo, ce sera 7%. Voilà. Parce qu'eux, ils s'assurent via ce premier cap, c'est de 1 million et quelques en gros. Du coup, ça fait quoi comme valo, du coup, 125 000, 7% 1 million ça fait 1 million 200 000, quoi. À peu près, exactement. Juste en dessous d'1 million 200 000, si je dis pas de bêtises. Ok, d'accord. Donc ils rentrent sur une valo qui est plutôt bonne au début, mais en même temps, ça en a marre ça. C'est plutôt bonne, mais c'est le début. Ça dépend, il y a plein de boîtes, et pour le coup, c'est notre cas. Sans rentrer dans les détails, nous, si on le voit que de ce point de vue-là, c'était une valo inférieure vu qu'on avait levé avant YC, nous. Ok. T'avais fait quoi comme première levée? On a levé 1 million d'euros. 1 million d'euros. À une dilution standard, donc tu peux imaginer que ça fait plus que. Plus oui, parce que dans des projets tech comme ça, moi j'ai l'habitude, c'est entre 4 et 6 millions, quoi, les valos. Ouais, alors oui, ça. Un peu moins pour nous dans ce cas, mais en tout cas, eux, ils sont rentrés à 1 million derrière alors que tu étais sur une valeur. Voilà. Et ça n'a pas embêté les investisseurs? Non. C'était des BA ou c'était un fonds? Alors nous, pour la première, on avait voulu faire un tour qui était seulement de BA. Donc on est allé chercher plein d'investisseurs stratégiques, notamment Asher, on en parlait tout à l'heure. Moi je trouvais que j'aurais grave aimé investir dedans, j'étais dégoûté. C'est vrai qu'on se connaissait pas du coup. C'est vrai qu'on se connaît encore une fois. Quand j'ai vu le truc, je suis comme un fou sur ton projet. On a fait rentrer un des cofondateurs de Ledger, on a fait rentrer l'ancien directeur ingénierie de chez Alan,
qui est l'ancien CTO de Mythic, d'ailleurs, pour la petite anecdote. Ah ouais de la smart money, on appelle ça. De la smart money. Tu voulais de la smart money, c'est-à-dire que stratégique sur différents tu voulais verticales. des gens qui peuvent t'apporter une compétence dans ton projet. Tout à fait. Et en plus de ça, il s'avère qu'à la fin, on a eu l'opportunité de faire entrer un fonds qui s'appelle Founders Future, qui est le fonds de Marc Ménassé. Ah oui, oui. Donc, on avait Founders Future. Et derrière, c'est rajouté deux sur les 1 million, quoi. Donc, c'était un mix de fonds et de smart money avec des BA. Donc, finalement, c'est la structure du tour qu'on a eu, c'est des fonds et des BA. Ok, sur le premier temps 1 million. Et donc ouais, eux, quand tu leur as dit on a Y Combinator à 7%, qu'est-ce qu'ils sont qu'un investisseur? Concrètement, quand tu fais une levée sur une valeur inférieure, enfin, c'est pas vraiment une levée, bon, c'est un peu différent là. En tant qu'investisseur, tu peux toujours être un peu frustré parce que tu te dis ça décote un peu. Deal, voilà, ils ont eu un meilleur deal. Argent s'est dilué entre mais en même temps, Y Combinator, c'est genre le. Il y a la bonne. C'était un. Moi, j'aurais été content, par exemple. Ouais, c'est ça. Nous, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment. On a eu la nouvelle de YC, on a été très contents. Et d'un coup, il y a eu le petit moment de il faut qu'on le dise à nos investisseurs. Il faut quand même qu'ils acceptent le deal de YC. En plus. Parce que puis un BA, il peut se dire aussi, tu sais, tu peux avoir un BA un peu à l'ancienne qui se dit ouais, c'est du bullshit tous ces incubateurs et tout. Moi, je veux pas diluer la boîte. Chacun a son avis. Des entrepreneurs à l'ancienne, quoi. Carrément. Et du coup, il y a eu un petit moment de stress. Et la bonne nouvelle, et on était super contents, et ça montre l'engagement de nos investisseurs. Mais tout le monde a dit c'est une trop bonne nouvelle. Félicitations. En vrai, c'est une bonne nouvelle. Parce que la marque de YC est inégalée. Le taux de réussite des boîtes qui passent par Y Combinator, il est communiqué ou pas? Non, mais je peux dire que. Sur 400 boîtes, je pense, par an. J'ai une stat. La plupart meurent. Enfin, ça, c'est comme les stats de startup. Dans tous les domaines. 90%, elles meurent. Par contre, YC nous avait donné une stat assez marrante à la fin, en terminant. Il disait, je vous donne un conseil. Si vous arrivez à tenir 12 mois post-YC, vos chances de réussite explosent. Okay. Donc vraiment, survivez pendant 12 mois. Stat. Okay. Quand tu dépasses les 12 mois, ta stat explose. En gros, je crois que c'est 70% des boîtes de YC meurent dans les 12 mois après YC. Un truc comme ça. En tout cas, la plupart. Ce qui est une bonne stat par rapport à peut-être 98%, tu vois ce que je veux dire, dans la stat globale. C'est vrai. Et donc, pour revenir, YC donc a ce deal de 125 000 pour 7%. Et un deuxième ticket, maintenant, il rajoute, où il te donne 375 000 sans aucune valo. C'est vrai que ça paraît fou. C'est-à-dire que c'est un safe qui n'a pas de cap. Et ça veut dire que ils rentreront sur la prochaine valo. Ils rentreront sur la prochaine valo. Quelle que soit la valo. Quelle que soit la valo. Sachant qu'on peut trouver sur Internet les valos. Il y a une valo standard en sortie de YC. D'ailleurs, les investisseurs ne sont pas souvent contents parce que c'est connu pour être des grosses valos. Ah oui, ça fait exploser la valo en général. Ça fait exploser la valo. En fait, c'est aussi ça le ROI. J'ai eu un Français au téléphone qui habite aux États-Unis. J'ai oublié son nom, qui a fait YC. Il propose des voyages pour les entreprises. Ça te parle pas, non? Voyage, non. Ouais, je me rappelle plus de la boîte. Faudrait que je la retrouve. Mais du coup, j'ai déjà rencontré un autre Français. Et il m'avait parlé de ces valos. Je m'étais dit c'était un peu élevé, mais je comprenais en fait que du coup, il y a... en fait, finalement, les 7% qu'ils prennent au début se retrouvent après. L'un dans l'autre. Et puis on prend 500 000 euros, un demi-million de dollars. Au total, c'est un demi-million de dollars de la part de YC. Pour 7 et quelques pourcents quand le deuxième safe convertit. Et c'est 3 mois de programme intensif en personne historiquement. Là, suite à Covid, c'est un modèle hybride. Donc, il y a des événements en personne, mais la plupart du programme se fait sur Zoom. Et on travaille avec des partenaires, ils appellent ça des partenaires, qui sont les partenaires de YC, qui sont des gens extrêmement brillants. Donc par vertical, on va dire un... Oui, par intérêt, par vertical. Sur chaque vertical, c'est ça. C'est quoi dans les verticales qu'ils ont? Par exemple, ils ont un CTO parce que ce que je crois, t'es accompagné par les partenaires. Ouais. Alors, les compétences qu'ils t'apportent dans le coaching. Il y a plusieurs partenaires. Alors moi, je les connais pas tous parce qu'il y en a finalement beaucoup, parce qu'il faut accompagner quand même 200 à 300 boîtes par batch. Mais si tu as vraiment le meilleur dans le domaine, c'est pas très long pour lui parce qu'il en a tellement vu que. Ouais, c'est vrai. Je sais que cette année, il y avait je sais plus si il est CTO, il me semble qu'il est CEO de Algolia, qui est un Français, qui faisait beaucoup donc les boîtes B2B SaaS, parce que c'est son domaine d'expertise, j'imagine. Nous, on était en consumer, on n'a pas travaillé avec lui. Nous, on a travaillé avec Michael Sable, qui est souvent sur les vidéos YC, donc les gens le voient souvent, qui est un des anciens cofondateurs de Twitch. Il a l'air assez pushy, non? Parce que dans les vidéos que je vois, parce que moi je suis abonné à la page sur Instagram. C'est vrai. Et il est assez pushy et assez clivant parfois. Il est clivant, il est très direct. Il est direct, c'est déjà un peu certain direct, mais c'est ce qui fait son charme un peu, je trouve. Et pour encore une autre petite anecdote, nous quand on a fait l'interview de YC, donc c'est ceux qui t'interviewent, c'est ceux qui vont devenir tes groupes partenaires si tu es pris. Donc il nous a interviewé et c'est vrai qu'il nous a bien défoncé, pour pas dire un autre mot. Il nous a. Donc c'est vrai, c'est pas que sur Instagram du coup. Non, il est comme ça. En fait, il est connu pour être comme ça. Il va pas passer par 4 chemins. Si ce que tu dis c'est de la merde, il va te le dire. Ok.
En tout cas, il va te challenger. C'est ce qu'il faut, non? T'es content Il y a des gens il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Moi, j'aime ça. J'aime bien qu'on me mette en face du miroir et si c'est pas, voilà, il faut être challengé. C'est le meilleur moyen de progresser vite, je trouve. Carrément. Et donc voilà, donc ces 3 mois de programme avec des partenaires, on rencontre aussi la communauté de YC, les autres entrepreneurs qui sont des gens aussi brillants. Et au final, in fine, à la fin des 3 mois, on a un retour d'expérience et un mindset sur comment monter une super boîte dès le début. Et ça, en fait, tu pars sur les bonnes bases. T'es dans un bon environnement, en tout cas. C'est ça. Où il y a déjà plein de boîtes qui ont réussi, qui sont passées par là. Donc, tu cumules l'expérience. C'est ça. Et t'as un réseau, tu sais, c'est un peu comme les réseaux élitistes des Ivy League aux US ou des grosses boîtes élitistes françaises. Tout le monde qui a fait partie de YC s'entraide. Et du coup, je suis bien. Donc 375K sur le deuxième tour sur YC, qui devait se confirmer sur une deuxième levée de fonds. Donc du coup, est-ce que vous avez fait une deuxième levée de fonds? Ouais, et alors ça, c'était l'annonce de cette semaine. On a levé 2 millions d'euros, qui était donc la deuxième levée sur laquelle YC a participé. Donc sur les 2 millions, il y avait 500 000 de YC. 1 million 425 000 hors YC. Parce que en fait, ils ont mis le reste. Alors, en fait, c'est ça. Il y avait donc les premiers 125 000. En fait, on a quand même inclus la totalité, donc les 500 000 de YC dedans. Donc, on a levé 1,5 million si tu nettes de YC, on va dire. Ah oui, 1,5 million de... Okay. Voilà. Et 125 000 qui est converti qui n'a pas encore converti, mais qui convertira au terme des 7%. Et le deuxième safe qui convertira à la valo de 7. Et le deuxième tour, du coup, vous l'avez fait avec qui? Alors, on a eu notre investisseur historique Founders Future qui a reparticipé. Donc ça, c'était cool pour nous d'avoir cet engagement de confiance de Founders Future. Et ensuite, on a fait rentrer de nouveaux fonds, donc Y Combinator. On a fait rentrer Kima Ventures, qui est un fonds français. On a fait rentrer Soma Capital, qui est un fonds américain. Goodwater Capital, qui est le plus gros fonds consumer au monde. D'accord. Et Lightning Ventures, qui est un fonds Bitcoin. Et Founders X Venture, qui est un autre fonds américain. Donc vous avez mélangé les fonds, vous avez plusieurs fonds différents. Plusieurs fonds. Pas mal, et ce qui est c'était par coïncidence, entre guillemets, mais qui marche plutôt bien pour nous, c'est que la première levée, elle était très franco-française. On n'avait que des investisseurs français. Et là, via YC, on a eu cette opportunité d'avoir cette exposition américaine. Du coup, aujourd'hui, on a quand même des investisseurs qui sont à la fois français et à la fois américains. Et ça, c'est cool. Ok, génial. Bravo. Merci. Et alors, du coup, comment ça fonctionne Bitstack aujourd'hui? Il y a l'arrondi. Est-ce que c'est possible d'avoir une carte Bitstack aussi? Tu peux nous parler des services? Peut-être que tu vas gagner des clients. Tu en as peut-être déjà gagné un avec moi. Oui, avec que tu en auras d'autres. Peut-être. Alors, pour revenir sur Bitstack, on a commencé avec une proposition de valeur qui était très simple et très claire. C'était de faire de l'épargne, de permettre à n'importe qui d'épargner en Bitcoin sans aucun effort. Notamment via cette mécanique de l'arrondi automatique. Donc, tu connectes ton compte bancaire et à chaque fois que tu vas te dépenser avec ta carte bancaire existante, Bitstack va arrondir ces dépenses-là à l'euro supérieur et investir la petite monnaie en Bitcoin. Et attends, tu peux multiplier, tu disais toi quand t'arrondis. Et tu peux multiplier les arrondis. Ok, donc ça veut dire que si on reprend l'exemple du début, 19,50 €, 20 €, donc 50 centimes, jusqu'à combien je peux multiplier ces 50 centimes? Jusqu'à x10. Ok. Ça fera 5 €. 5 € si... Sur cet achat-là, ça ferait 5 € en Bitcoin. Le problème, c'est que si c'était 19,10 €, donc en gros, c'est jusqu'à 99 € quoi, que tu peux faire... parce que l'arrondi... Ça va faire jusqu'à... Non, parce que donc ton arrondi sera toujours entre 1 centime et 99 centimes. Fois 10, ça fera 9,90 €. 9,90 € le maximum par transaction, mais sachant qu'en moyenne, une personne fait une quarantaine de transactions par semaine. Ok, c'est une quarantaine de transactions la moyenne en France, sur un compte bancaire principal. Donc en gros, c'est une épargne d'à peu près combien d'euros en moyenne, tu penses pour Sur l'arrondi automatique seulement, avec un multiplicateur x1, c'est entre 10 et 15 € par semaine. Ça fait 40 à 60 € par mois et ça fait 650 € par an. Donc finalement, on se crée quand même une petite cagnotte. Sachant que ça, c'est complètement $1 en fait. Donc, oui, parce que tu les sens pas forcément. C'est un petit peu comme les. Exactement. C'est comme dans ton porte. Quand tu rentres chez toi et que tu mets tes pièces dans le cochon, comme dans le non, ou même pas dans ton sur un meuble, quoi, tu vois, dans ton tiroir. T'as des piécettes de 10 centimes qui traînent. C'est ça. Et en fait, ça te saoule tout le temps, quoi, parce que t'as plein de pièces, tu les utiliseras jamais. Puis là, elles sont investies en Bitcoin et là, elles sont investies en Bitcoin. Et c'est ça que tu disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 650 €, mais sur la durée qui se valorise, puisque tu t'exposes à la performance haussière du Bitcoin. Selon la performance du Bitcoin. Alors, selon la performance du Bitcoin, historiquement qui a été haussière, et les performances passées ne préjugent pas les performances futures, mais qui pour l'instant sont haussières. Et ce qui est marrant, alors je sais pas si tu l'avais anticipé ou pas, c'est qu'il y a une technique d'investissement qui est très connue dans la crypto-monnaie, qui est le DCA. Le DCA. Et en fait, je trouve que je sais pas si c'était prévu ou pas. C'était prévu. Ok, parce qu'en fait, en épargnant comme ça, petit à petit, tous les semaines, en fait, tu peux pas faire une technique DCA aussi puissante. Et en DCA niveau maximum, là, parce que tu lises ton risque. Ouais. Voilà, l'avantage de ça, je trouve aussi, c'est que tu t'investis dans le Bitcoin, mais de manière dérisquée. C'est ça. Grâce au DCA. Nous, on appelle ça,
en fait, c'est quoi DCA? Dollar Cost Averaging. Donc c'est le fait de vraiment lisser le prix d'achat de l'actif. Parce que c'est pas genre je cumule 650 € à la fin de l'année, vous investissez tout d'un coup, tu vois. Ça aurait été plus chiant. Et non, et du coup, exactement comme tu l'as dit, ça permet de faire du DCA, donc du Dollar Cost Averaging, qui est une stratégie d'investissement connue sur les marchés actions et autres, qu'on applique sur le Bitcoin. Et le Bitcoin étant un actif particulièrement volatile, ça s'y prête plutôt bien. D'ailleurs, on l'a annoncé sur cette levée de 2 millions dans notre communiqué de presse qui est sorti mardi. On a ouvert, d'ailleurs pour les quelques chiffres, quelques stats intéressantes, on a ouvert quand même 25 000 comptes en moins de 9 mois, puisque l'application est sortie juillet 2022. On est en mars-avril maintenant 2023. Le panier moyen d'épargne d'un utilisateur Bitstack, il est de 100 €, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'arrondi automatique, mais aussi la possibilité de programmer un achat récurrent. Ok. Tu peux faire l'un ou et l'autre. Okay. C'est-à-dire, tu peux aussi dire, moi, je vais mettre 10 € toutes les semaines, ou tous les mois, ou 100 € ou 200 €. Enfin, tu choisis le montant et la fréquence. Okay. Et tu peux aussi faire des achats ponctuels par carte bancaire à partir de 1 €. Tu peux dire, là, instantanément, je vais acheter. Mais là, c'est le truc classique que proposent tous les exchanges. Voilà, mais ça, c'est en plus. Ouais, mais ça, c'est en plus. Et en moyenne. C'est combien de fois dans la fréquence je peux programmer, par exemple, 2 fois par jour ou c'est. Alors, aujourd'hui, c'est pour la partie achat récurrent classique, donc où tu définis le montant et la fréquence. La fréquence disponible, c'est hebdomadaire, donc une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Et bientôt, on sort une fois par jour. C'est ça que j'allais demander. C'est possible aussi. Pour être sûr, là, parce que pour les gens justement qui sont sensibles au DCA, le fait de l'avoir tous les jours. Puis c'est quand même sympa. Tous les jours, tu as ta petite notification qui dit tu as acheté X de sympa. Bitcoin. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien aussi et je le ferai quand ça sortira, définitivement. Et donc, le panier moyen, c'est 100 €. C'est-à-dire le panier moyen, c'est-à-dire que en moyenne, les gens utilisent... sur Bitstack, c'est 100 € par mois. Par mois. Ouais. Par mois. Et les gens utilisent plus quoi chez vous comme service? L'arrondi, j'imagine? L'arrondi principalement, puisque c'est vraiment votre produit d'appel. C'est le produit d'appel. Parce que le reste, investir en Bitcoin, proposer du DCA, je trouve que c'est un petit peu moins innovant. C'est moins innovant, mais c'est surtout parce que ça reste. existe autre part, en fait. Mais alors, j'ai une question. Quand on passe par vous, on épargne, par exemple, j'épargne chez toi tous les ans, les 650 € sur 2 ans, donc j'ai 1 300 € au bout de 2 ans. Comment tu garantis que je puisse avoir cette liquidité, l'avoir? Est-ce qu'elle est chez vous? Est-ce que si Bitstack fait faillite, mes 1 300 € je les perds ou pas? C'est une très bonne question, on nous la pose. Non, ça c'est la bonne nouvelle. Alors premièrement, l'épargne, c'était extrêmement important qu'elle soit accessible à tout moment. Donc tu peux, à n'importe quel instant T, vendre ton épargne en Bitcoin, enfin vendre tes Bitcoins pour récupérer des euros. À n'importe quel moment, tu vas dans l'app, tu fais vendre. C'est instantané. C'est instantané par rapport au cours. Instantanément, au cours actuel, les bitcoins seront convertis en euros et instantanément, un virement va être initié de notre compte bancaire à ton compte bancaire. D'accord. Donc, vous stockez même pas sur un wallet l'argent chez Bitstack? C'est-à-dire que... si, les bitcoins, on les conserve pour toi, mais à partir du moment où tu vas les vendre, on va te les renvoyer. Ça convertit en euros et on te renvoie l'argent. Okay. Tu peux faire ça, ou ce que beaucoup de utilisateurs font, c'est ils épargnent via Bitstack, mais les bitcoins, dès qu'ils les ont sur leur wallet Bitstack, ils les retirent pour les sécuriser, par exemple, notamment sur une clé Ledger ou sur une autre clé ou sur un autre ça, on wallet. peut le faire aussi. Tu peux le faire aussi instantanément. Donc t'es pas obligé de en fait, les bitcoins, t'es pas obligé de me les transférer en euros, par exemple, les envoyer sur mon compte directement. Ouais. Tu peux aussi me transférer mes bitcoins sur ma clé. Carrément. Aussi, donc t'as 2 types de retrait. T'as 2 types de retrait, exactement. Super. Pour que ça soit un maximum de flexibilité. Tu fais comme tu veux. Et troisièmement, pour répondre à ta question, dans le cas où tu les laisses chez nous, on les conserve pour ce qu'on appelle des comptes de tiers, donc pour le compte de nos clients. Ça, c'est ce qui est encadré dans le PSAN, notamment. C'est le fait qu'on a des services de conservation d'actifs numériques pour compte de tiers. D'accord. Ils s'assurent que ces acteurs, donc les acteurs comme nous, ont ce qu'on appelle un plan de continuité. Alors, qu'est-ce qu'un plan de continuité? C'est dans le cas où Bitstack fait faillite, que les utilisateurs puissent récupérer leur argent. Et finalement, comme un établissement financier classique. Donc, qu'est-ce qui se passe si un jour Bitstack fait faillite? Sachant que les fonds sont ségrégés des fonds de Bitstack, il y a une poche avec les bitcoins qui seront là, et les régulateurs interviendront, et les utilisateurs pourront faire une procédure pour récupérer leurs fonds. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est la principale peur des consommateurs dans les fintechs. Même quand tu t'ouvres un compte en ligne, tu te dis toujours qu'est-ce qui se passe, parce que les banques, quoi que je te dis ça, et ce qui est marrant, c'est que les banques traditionnelles, je crois qu'elles te garantissent 10%. 100 000 €. 100 000 €. Ouais, maximum par banque. Mais du coup, vous, comment vous faites? Parce que je pense vraiment le scénario, j'aime pas employer les mots faillite et tout. Non, mais tu as raison, c'est important de préciser. Pour les gens qui placent leur argent, si tu fais faillite, ils peuvent retrouver 100% de ce qu'ils ont épargné. 100% parce que... qui le garantit? C'est-à-dire que l'argent est placé. Est-ce que vous avez une collaboration, par exemple, avec un plus gros acteur, qui par exemple Binance ou un truc comme ça? Non, mais tout simplement, pourquoi... C'est qui le partenaire financier qui garantit ça, quoi?
Il n'y a pas de partenariat, il n'y en a pas besoin en fait. C'est ça l'avantage. Pourquoi ? Parce que sur une banque, pourquoi il n'y a que 100 000 euros ? Parce que les fonds sont investis par les banques derrière. D'accord. Donc il y a ce qu'on appelle de la réserve fractionnaire. Vous réinvestissez pas l'épargne de vos Il y a clients. un bitcoin chez nous, il y a un bitcoin dans un coffre-fort numérique qui ne bouge pas. Donc le jour où on fait faillite, il suffit juste de récupérer son bitcoin. Comment vous rémunérez comment vous gagnez de l'argent chez Bitstack du coup ? Du coup, nous, on facture aujourd'hui 1,99% de frais sur tous les ordres d'achat ou de vente. Donc au moment où l'épargne est convertie en bitcoin, on facture 1,99%. Okay. Au moment où on revend, on facture 1,99%. Parce que ça doit aussi prendre les frais, parce que vous avez des frais de transaction quand vous achetez et revendez aussi, j'imagine. Nous, on l'achète le bitcoin avec des frais. Et vous passez aussi. par quelle plateforme alors justement ? C'est qui votre partenaire ? Alors on communique pas sur l'exchange. Parce qu'on pour plusieurs raisons. Vous en utilisez qu'un ? Non, justement aussi. La bonne nouvelle, c'est que nous, c'est ce qui prend beaucoup de temps et on a commencé avec un, mais aujourd'hui, on est dans une démarche où on se plug à plusieurs. Déjà, pour la première raison, c'est que s'il y en a un qui stoppe son activité, c'est important pour nous de pouvoir que Bitstack continue à fonctionner. Et deuxièmement, en fait, ça nous permet aussi, ce qu'on a vu par la suite, c'est d'avoir le meilleur prix possible. Donc aujourd'hui, on est plugué à 3 exchanges sur lesquels on récupère la liquidité. En fonction de la liquidité disponible. Un coup, ça va être un exchange, un coup, ça va être un autre. Celui qui nous fournit le meilleur prix. Ok. Donc pareil, API, et vous bossez avec eux, quoi. C'est tout simplement par API. Est-ce que ça existe des business en France qui... Parce que l'arrondi, je l'avais déjà entendu parler. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé chez Franprix qu'on me dise voulez-vous arrondir pour une association ? Est-ce qu'il y a des business français qui faisaient hors crypto-monnaie la possibilité d'arrondir et d'épargner ? Alors, il y en avait quelques-uns. Alors, si tu veux le nom, moi, qui me vient de tête, il y a Ismo. Qui faisait donc de l'épargne à arrondi investie. Il y avait Yield. Ça marchait, ça ? D'après moi, malheureusement, ça marche pas bien. Parce qu'ils sont pas sur des valeurs performantes en épargne. Il y a 2 raisons. C'est pas très excitant et les Français n'investissent pas beaucoup sur des marchés actions. Et c'était quoi ? Ils plaçaient dans l'or ou Alors pour Yield, si je dis pas de bêtises, c'était comme sur un livret A, sur un produit d'épargne à taux. Donc c'est voilà. Et puis avec une inflation, je pense que tu tombes à pic aussi parce qu'avec une inflation grandissante qui est à 5,40 en ce moment là où je te parle. Proposer des épargnes à 2-3%, ça fait chier, quoi. Ouais, ça, c'est pas cool, c'est clairement. Mais c'est ça, mais c'est aussi, les boîtes d'épargne, en fait, font pas d'argent. C'est ça le problème. Mais c'est pas le cas de Bitstack parce que nous, derrière l'épargne, il y a un peu un système de brokerage. En fait, d'ailleurs, on te convertit l'épargne en Bitcoin et on a ces frais-là qu'on facture. Oui, bien sûr. Une boîte qui te fait de l'épargne classique sur un livret A, elle gagne pas d'argent. Et donc, finalement, tu te retrouves un peu dans ce modèle, comme beaucoup de fintech, à fournir des produits gratuits. Mais où tu n'as aucun modèle de rentabilité. Donc ça, c'est important. Donc ça a existé, mais ça marchait pas très fort. Selon moi, ça marche pas très bien. Et nous, on a une Puis c'est vrai que c'est pas très excitant, quoi, le fait d'arrondir. Donc il y a le petit jeu de l'arrondi, mais il faut que le jeu continue derrière, quoi. C'est pas juste j'arrondis, il faut que je vois derrière dans quoi j'investis. En plus, exactement. D'ailleurs, ça marcherait très fort, je pense, un business comme ça, mais dans des valeurs green. Et je me demande si ça existe ou pas, mais parce que effectivement il y a le jeu d'arrondir, c'est sympa, mais le jeu doit continuer avec le produit derrière dans quoi tu investis. Et je trouve que ce serait génial demain pour les gens qui sont sensibles à l'environnement qu'il puisse y avoir aussi ce genre de business. Ce modèle peut s'appliquer à plein de choses. Mais bon, peut-être que le green est moins performant que le Bitcoin en ce moment, je sais pas. C'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Donc 650 €, j'investis grâce. En gros, j'ai investi 650 € sur un an sans trop m'en rendre compte parce que j'utilise ma carte, je le vois même pas passer. Et toi, sur les 650 €, Bitstack, ça m'a pris combien au total sur ma calculette de vendeur de tapis en frais sur un panier moyen. C'est 4% au total si tu revends derrière. Si je revends, donc c'est 26 €, donc il me reste 624. C'est ça. Sur les 600 trucs. Sur un panier moyen à 100 € par mois, nous on prend 2 €, du coup, 1,99 €. Voilà. 1,99 € par mois de revenus par utilisateur. Ouais, donc ça, tu les sens pas non plus trop passer, je trouve. C'est ça. Non, puis ce qui est gagnant, c'est que si l'épargne se valorise pour l'utilisateur, c'est cool. Et d'ailleurs, on l'a annoncé dans le communiqué de presse, on a fait cette analyse, on s'est dit, ce serait quand même intéressant qu'on montre si le DCA fonctionne et si, malgré la volatilité du Bitcoin, les gens sont en plus-value. Et on a lancé donc en juillet, de juillet à mars, sur toute notre base d'utilisateurs, la plus-value, donc non réalisée, puisqu'ils n'ont pas vendu, mais la plus-value non réalisée actuelle, elle est en moyenne à 30%. Plus 30% sur ton portefeuille. C'est-à-dire que tu as mis 100 Moi, je trouve ça génial. 130 € de valeur en Bitcoin. Je trouve ça génial parce que, tu vois, l'investissement en crypto-monnaie, le meilleur moyen de perdre de l'argent, c'est justement de ne pas avoir une espèce de suivi de cette volatilité. Ouais. Et donc, le DCA, tout le monde en parle, mais pas pour rien, parce que c'est la manière la plus sûre de suivre le cours moyen général. Donc, si tu es sur une valeur qui va croître sur le long terme,
le DCA, c'est le meilleur moyen parce que ça me fait penser aux fonds d'investissement. Il y a des fonds d'investissement qui ont des énormes performances, qui font par exemple 20% par an. Mais le problème, c'est que si tu rentres au mauvais moment dans le fonds et tu sors au mauvais moment dans le fonds, tu peux faire moins 40% en fait. Parce que ce qui compte, c'est pas la moyenne, c'est le moment où tu rentres et le moment où tu sors. D'où encore une fois le DCA et je trouve ça super intéressant. Jusqu'à combien on peut monter justement si moi j'aimerais investir plus dans BizStack, si je multiplie par 10 tous mes arrondis, jusqu'à combien je peux monter annuellement, tu penses, en étant un investisseur? Si tu fais x10, donc ça ferait 6 000. Donc je peux investir jusqu'à 6 000, mais après sachant que tu peux aussi faire un achat récurrent et tu peux mettre là par contre il n'y a pas de limite si je veux acheter plus. Il n'y a pas de limite. Et je peux faire du DCA, programmer mon DCA en mode toutes les semaines vous m'investissez 500 € par exemple, et tu peux l'arrêter quand tu veux, c'est important aussi, on sait qu'on nous le demande souvent, tu peux mettre en pause, tu le désactives. Mais par contre tu casses ta courbe de DCA. Voilà, après c'est vrai que plus en DCA. Faut pas essayer de en fait, à partir du moment où tu marques un début et une fin, t'es plus en DCA et ça devient dangereux. Donc toi, ce que peut-être tu recommanderais aux gens, ce serait peut-être de dire on est sur de l'épargne long terme et pour que ça soit le plus sûr de gagner possible, faut pas que tu fasses ça pendant 3 mois, quoi. Exactement. Et on a aussi encore, moi j'aime bien parler de chiffres parce que c'est ce qui parle aux gens. Moi aussi. On a demandé à nos utilisateurs, parce que surtout sur le Bitcoin, il faut se dire que le Bitcoin est quand même, je le rappelle, c'est quand même un actif volatile, mais la proportion de valeur long terme est hyper intéressante. Et donc, il faut encore plus sur le Bitcoin garder son épargne sur le long terme pour qu'elle se valorise réellement et donc grâce au DCA. Et on a demandé à nos utilisateurs un peu la durée sur laquelle ils comptaient conserver leur Bitcoin. Et 94% de nos utilisateurs veulent conserver leur Bitcoin plus de 3 ans, ce qui est quand même pas mal. C'est génial ça. Et 29% veulent les conserver plus de 10 ans. Donc on se dit, oui, quand même, les Français ont cette conviction aussi sur Bitcoin comme moyen de protéger et de valoriser son épargne dans le long terme. Et pas justement spéculatif sur le court terme. Oui, donc les consommateurs de BizStack sont alignés avec la stratégie. Voilà, et c'est pour ça qu'ils apprécient le produit. Exactement. C'est qu'il y a un alignement, on appelle ça product market fit. Ouais, c'est ça. Product market fit, c'est ça finalement. Bah, c'est ça, et on est super content. Et le dernier chiffre clé, parce que c'est tout ce qu'on a annoncé dans le communiqué. Nous, on les avait depuis un moment, mais on était excités de les annoncer. C'est 50% de nos utilisateurs sont des primo-acheteurs. Et ça, c'est vraiment aussi la démarche de démocratisation que nous, on a chez BizStack, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire concurrence aux exchanges qui vont après les gens qui aiment boursicoter, comme on dit, sur la crypto, mais plutôt l'épargnant moyen, classique, qui là veut maintenant s'exposer à Bitcoin et qui s'y met grâce à BizStack parce que c'est $1. Tu permets de rentrer sur le marché de manière simple, facile, que ce soit à la portée de tout le monde en fait. Donc c'est ça ton sujet vraiment de produit aujourd'hui et peut-être d'image aussi, parce que c'est pas au-delà du produit, de l'image, de branding, d'être la marque accessible et tu veux démocratiser l'accès au Bitcoin en fait. Complètement. Et ça, on le retrouve sur notre profil client qui est aujourd'hui de 18 à 70 ans. Ah oui, la moyenne d'âge des gens qui consomment chez toi, est-ce que vous les avez? Est-ce que par exemple homme, femme, âge, t'as des choses là-dessus? Ouais, j'ai pas mal. J'ai plein de stats. Vous avez les stats là-dessus? C'est quand on se parce que vous avez les KYC. Alors, vous savez. Homme, femme, on l'a pas, on le demande pas, mais on peut l'estimer. Par contre, on a toutes les autres stats sur les âges. C'est quoi alors les stats pour homme, femme? Alors homme, femme, ça c'est pas une stat très cool, mais bon, c'est un peu la réalité du marché. On est à plus de 80% d'hommes. Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors, c'est une stat, malheureusement, qui il y a des féministes qui regardent mon podcast, ça va... Non, mais malheureusement, c'est une stat qu'on retrouve aussi sur les applications d'investissement en bourse. En fait, il faut savoir que les femmes ont une aversion à un risque plus importante. Même dans la finance, non? Je crois que le taux de femmes, tout cet écosystème financier... Il y a plein de raisons et bon, on pourrait rentrer dans le détail. Voilà, c'est un autre débat, mais en tout cas le constat est celui-ci, c'est que il y a peu de femmes qui investissent en règle générale et du coup sur le Bitcoin c'est la même chose. Donc ça c'est la première stat. Elles sont plus prudentes, tu penses, que les hommes? Elles sont beaucoup plus prudentes que les hommes. Enfin, ça c'est la caractéristique qu'on retrouve dans la gestion du risque. Et le Bitcoin étant aussi donc un actif risqué, il y en a peu. Maintenant, nous, on veut qu'il y ait plus de femmes, enfin, on veut qu'il y ait plus de monde. Et aussi vous voulez démocratiser le Bitcoin à tout le monde, donc c'est tout. Et notamment l'arrondir la chose agnostique. Classe confondue, tout le monde dépense. Donc tout le monde peut connecter son compte et s'y mettre. Ça, c'est la première stat. Sur l'âge, on est particulièrement sur les 25-35 ans. 25-35. Donc le jeune Après, c'est peut-être que votre acquisition aujourd'hui, moi je vous ai vu sur TikTok, finalement, ça on va en parler aussi, le sujet d'acquisition digitale, là ça va me parler. Peut-être que vous avez pas mal investi justement sur des formats qui fonctionnent bien, type UGC. Et finalement, on retrouve la classe des gens là où vous êtes. Alors, il faudra nous raconter dans la communication ce que vous avez fait. Mais... On a le plus gros pourcentage, c'est 25-35. Ensuite, ça va être 18-25. Et après, on a un long tail sur 35 à jusqu'à 70, 75, 80. Et c'est 100% des Français ou c'est dans le monde entier? Plus de 90% de nos utilisateurs sont français parce que le PSAN
aussi délimite Ah oui, des limites. la partie outbound, donc le démarchage. On peut seulement faire de la publicité en France. Okay. Par contre, les gens peuvent utiliser Bitstack à l'étranger. Bitstack, technologiquement, peut marcher dans n'importe quel pays européen. Et vous êtes qu'en français aujourd'hui sur le site ou... Anglais et français. Anglais et français. Du coup, vous avez des utilisateurs en Belgique, en Suisse et tout, déjà deuxième en Belgique. Ok. Parce que bon, voilà. Francophones et les Belges, il y a des rapprochements aussi socioculturels. Pays-Bas. Espagne, Portugal, Italie, Suisse. Ah ouais, super. Donc vous êtes déjà européen finalement. On est déjà européen, 10% qui est un peu cette long tail qui regroupe ces différents pays. Est-ce que tu as une vision sur le marché du Bitcoin ? Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que ça pourrait valoir ? Aujourd'hui, il a combien ? Il doit être autour de 30 000 là où je te parle ? Aujourd'hui, alors là, il est redescendu un tout petit peu, mais il va osciller autour des 30 000 $ américains. Est-ce que tu as une vision de marché pour toi ? Pour que tu pourrais nous parler où c'est compliqué en tant que... Moi, je sors pas la boule de cristal parce que je sais pas. L'avantage, c'est qu'avec le dessert, on s'en fout. La conclusion, elle est tout le temps la même, c'est qu'on s'en fout. Mais à long terme, à 10 ans, si j'utilise Bitstack pendant 10 ans, il sera plus haut que 30 000 €. Il sera plus haut que 30 000 € pour toi. Pour moi, oui. Mais s'il est entre 30 000 et 40 000, au final, c'est peut-être pas... voilà. Je vais poser ma question différemment. Est-ce que tu penses que le Bitcoin, un jour, quel que soit le jour, pourra valoir plus d'1 million $? Alors, je vais répondre différemment. Je vais dire... J'essaie de te... la conviction que j'ai, c'est que le pouvoir d'achat des monnaies fiat va vers le bas. Et le Bitcoin, qui a une offre limitée à 21 millions et une demande croissante, va monter vers le haut. Comme l'or. Comme l'or, mais mais contrairement à l'or, il y a quand même un truc intéressant que je vois souvent les gens oublient sur l'or, c'est qu'effectivement, ça va reprendre des caractéristiques monétaires de l'or. En revanche, l'or, si le prix de l'or explose, il y a plus de gens qui se mettent à miner de l'or. Donc la production d'or augmente aussi. Donc un peu, tu sais, c'est ce truc économique d'offre et de demande. L'offre, elle n'est pas fixe. Oui, mais il y a quand même une quantité limitée d'or, ça se... Limitée, mais on peut en extraire quand même plus. On peut continuer d'en extraire, mais au bout d'un moment, il n'y en aura plus aussi. Mais on ne connaît peut-être pas encore la quantité maximum sur Terre. On ne sait pas si on peut miner de l'or dans l'espace, mais c'est vrai que techniquement, en théorie, elle est quand même limitée, ce qui fait donc les caractéristiques de l'or. Ouais. On appelle ça l'or numérique, d'ailleurs, le Bitcoin, non ? Il y en a qui appellent ça l'or numérique. Pour moi, ça va bien au-delà de là, mais c'est vrai que ça a des caractéristiques d'or numérique. L'avantage Pourquoi ? Parce que ça n'a pas d'utilité, finalement. C'est pour ça qu'on voit ça comme une matière première, d'une certaine manière, digitale. Parce que contrairement à l'Ethereum, où c'est des smart contracts, etc., là, la seule utilité, finalement, c'est qu'il y a une offre limitée et que tu peux en avoir le plus possible. Il y a deux propositions de valeur de Bitcoin. C'est la possibilité de stocker et d'échanger de la valeur de manière complètement nouvelle. Stocker parce que, justement, il y a des propriétés monétaires et une politique monétaire qui est extrêmement intéressante et qui ne changera jamais. C'est-à-dire qu'on a commencé à zéro, on émet des nouveaux bitcoins jusqu'à 21 millions et la quantité de bitcoins émises augmente et diminue de plus en plus. Enfin, tu vois, on en émet aujourd'hui... donc on en émet de 0 à 21 millions et à 21 millions, il n'y en aura plus jamais. Plus. Donc là, l'offre, elle est absolument fixe. Donc c'est beaucoup plus rare que l'or. Et la deuxième, c'est qu'on peut quand même aussi utiliser le Bitcoin comme méthode de paiement. C'est-à-dire demain, tu peux envoyer d'un point A à un point B du Bitcoin sans censure, instantanément et sans frais, pratiquement. Comme monnaie, ce qui n'est pas égal à l'or. Tu peux pas aller acheter ta baguette de pain avec un lingot d'or. La portabilité de l'or, elle est zéro. Ouais, donc c'est vrai que ça s'utilise plus facilement en tant que monnaie. Donc il y a vraiment ce sujet de venir remplacer la monnaie. Et il faut voir que dans certains pays où il y a beaucoup de sujets de ce qu'on appelle de transferts internationaux ou de rémittances, d'envoi d'argent d'un pays à un autre. On a parlé du Salvador où beaucoup de personnes ramènent de l'or, enfin renvoient de l'or aux États-Unis à leur famille, mais ça on le retrouve dans plein de pays. Quand tu as des boîtes comme Western Union ou d'autres qui te facturent jusqu'à 30% sur ton paiement à l'étranger, ton virement à l'international, Bitcoin prend tout son sens. Là, tu n'as même pas besoin de passer par un intermédiaire de confiance. Hop, tu envoies de l'argent. Presque c'est pratique. Donc c'est vraiment ces deux proportions de valeur. Et puis il y a un sujet de sécurité aussi, dans le fait que ce soit codé dans la blockchain et que du coup ton argent peut pas s'envoler comme un lingot d'or que tu aurais perdu dans un parc parce qu'il est tombé, je sais pas. Ça. Le Bitcoin, ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas. À part si tu perds la clé, le numéro de ta clé Ledger. En fait, d'ailleurs, ça, c'est un peu le changement de paradigme sur la partie propriété privée du Bitcoin. C'est qu'à l'époque, la propriété d'un compte bancaire, elle se fait par ta connaissance client. C'est-à-dire le fait que ta banque peut t'identifier et dire tu es monsieur X qui a un compte ouvert chez nous et donc on t'identifie, on peut te donner accès à ce compte-là. Sur Bitcoin, la propriété, elle est définie par la connaissance d'une information qui est donc ta clé privée. Ouais, c'est ça. Cette information-là, elle peut techniquement être dans ta tête. Alors, je ne recommande pas aux gens de se rappeler de leur clé dans leur tête, mais celui qui est en possession de cette information est le détenteur de ces bitcoins.
Et ça, c'est un changement de paradigme. Bien sûr. Donc, c'est vrai que ça, il y a plein d'autres avantages, en tout cas. Il y a quand même plein de propriétés. Mais par contre, au niveau justement de la performance, on s'en parlait un petit peu en off, la performance du Bitcoin, on se rend compte qu'elle est pas mal indexée sur des facteurs macroéconomiques qui sont un petit peu les mêmes que pour la monnaie réelle. On voit bien, par exemple, que quand les taux d'intérêt augmentent fortement, on a des baisses du Bitcoin systématiques. Quand on a des augmentations de la bourse américaine, on a un Bitcoin qui suit. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? Est-ce que finalement, le Bitcoin est vraiment tant que ça décorrélé de l'économie, ou finalement, est-ce qu'elle ne suit pas comme les indicateurs clés de marché ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire que Bitcoin est quand même encore relativement jeune. Il a 13 ans, entre guillemets. Il n'a pas pris son envol, peut-être d'une certaine manière, non ? Parce que peut-être qu'à un moment, il va être décorrélé de... C'est mon hypothèse. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bitcoin cherche son prix, entre guillemets. C'est-à-dire Bitcoin se monétise lui-même. Petit à petit, beaucoup des valeurs sur lesquelles les gens épargnaient et investissaient et maintenant sont changées pour aller être mises dans le Bitcoin. Donc Bitcoin, c'est comme ça qu'il est allé de 0 à 30 000 $ aujourd'hui. Petit à petit, donc aujourd'hui, dans un monde où le Bitcoin, c'est moins d'1 trilliard de dollars en capitalisation. Okay. Enfin, à un moment donné, c'était 1 trilliard, là, c'est rebaissé. C'est combien l'or par rapport à... 8 à 10 trilliards. 8 à 10 trilliards et le Bitcoin, 1 trilliard ? Un peu moins maintenant. Ouais, maintenant, je pense que c'est même beaucoup moins. C'est entre 500 milliards et 1 trilliard. C'est ça, à peu près. Donc, il y a de la marge. Il y a de la marge, c'est un peu... Si ça atteint la valeur de l'or, c'est 20 fois à peu près 30 000, donc c'est à peu près 600 000 le cours. Ouais, c'est ce qu'on dit. On dit que ça serait entre 400 et 600 000 si c'était équivalent à la capitalisation de l'or. Donc, je sais pas. Je peux pas te dire à combien sera le Bitcoin dans le futur. Ce que je sais, c'est que ça tend vers le haut. Non, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir des données références. Mais voilà, donc tu penses que à un moment donné, le Bitcoin va prendre son envol et justement sera moins indexé comme la monnaie peut l'être à des sujets d'inflation, etc., de marché financier. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quand même, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de sujets macro. Parce qu'à chaque fois, c'est systématique. Les traders. Moi, j'ai un ami justement qui a ouvert un fonds d'investissement crypto à Dubaï. Quand il regarde, il attend les annonces des gouvernements, des banques centrales pour se positionner. Ouais. Parce qu'il sait que quand ils vont augmenter fortement les taux d'intérêt, il sait qu'il va y avoir des chutes. C'est jamais arrivé, je crois, par exemple, qu'il y ait un taux d'intérêt qui augmente fortement et un Bitcoin qui monte. Non, pour l'instant, en fait, la corrélation, elle est quand même assez forte, mais diminue dans le temps. Et je pense que le jour où la capitalisation de Bitcoin, pendant qu'elle continuera à grossir et le jour où elle sera beaucoup plus importante, il y aura une décorrélation. Oui. Parce que les propriétés vont vraiment. Et c'est marrant, en fait, c'est ça. Il y a un côté. J'aime bien ce terme de dire que le Bitcoin n'a pas encore pris son envol parce que il est scotché parce qu'il cherche son prix. Mais à un moment donné, justement, s'il y a de plus en plus d'utilisateurs dessus, de consommateurs, ça peut se décorréler et c'est à ce moment-là peut-être qu'on verra une envolée finalement fulgurante. Ouais, parce que les particuliers ont une conviction. La plupart des gens qui détiennent du Bitcoin, le pourcentage de personnes qui détiennent du Bitcoin qui sont des particuliers augmente et de ces particuliers, le pourcentage qui en détiennent et qui ne l'ont jamais vendu aussi augmente. Donc tu as un peu cette couche assez noyau solide, dur. Ce noyau dur qui lui augmente. Comme ils revendent pas, l'offre diminue et donc le prix augmente mécaniquement. Et la couche de spéculateurs court terme, eux, ils rentrent, ils sortent et elle diminue. Et donc à terme, il y aura d'après moi une décorrélation. Ouais. Aujourd'hui, c'est sûr que les gros institutionnels qui investissent ou les spéculateurs, eux, c'est en fonction du c'est quoi le futur pour Bitstack ? Est-ce que vous avez prévu à un moment donné d'être une banque ? Est-ce que vous avez prévu de proposer une carte ? C'est quoi un peu la suite ? Est-ce que vous ne pourrez pas avoir aussi une carte Bitstack pour faciliter les choses, avoir son propre compte où on suivrait ses débits crédits ? Ou là, ça demanderait d'être comment on appelle ça, un organisme financier. Et ça, c'est encore d'autres autorisations. Ou c'est pas du tout le projet. Écoute, c'est marrant que tu poses la question. Dans l'annonce, on annonce le lancement de la carte Bitstack. On a annoncé ça mardi. Donc c'est un projet sur lequel on travaille. L'idée, l'évolution, la vision de Bitstack, c'est de passer d'un produit d'épargne en Bitcoin à... alors, je fais attention à mes mots parce que d'un point de vue réglementaire, je devrais... En tout cas, on a l'ambition de devenir... Faut pas que l'AMF te tombe dessus après le podcast, quoi. On veut devenir une néobanque Bitcoin. Ok. Qu'est-ce qu'une néobanque Bitcoin ? C'est effectivement... comment ça va se retranscrire dans l'application ? Tu vas avoir un IBAN virtuel, ce qu'on appelle un IBAN virtuel. Donc c'est un compte courant en euros.
comme tu as sur d'autres néobanques si tu en utilises donc d'autres. vous utilisez vraiment la technologie, c'est Swift, c'est ça ou... Non, ça, avec un IBAN qui commence par FR, etc. ou... Exactement. Donc là, on va pouvoir t'émettre un IBAN avec un compte courant. C'est quoi comme technologie, ça, du coup c'est pas une En fait, il y a ce qu'on appelle des banking as a service. C'est des prestataires encore. Il faut savoir que toutes les fintechs réinventent pas la roue. On utilise beaucoup de briques technologiques existantes. Bien sûr. D'où les 20% du budget. D'où les 20% ou plus. Il y a beaucoup de prestataires. Sur tous ces prestataires-là. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on va pouvoir en fait connecter le système financier actuel au réseau Bitcoin, puisque dans une seule et unique application, tu auras un compte courant en euros et un wallet Bitcoin. Et donc, sur ce compte courant sera adossée une carte, donc la carte BitStack qu'on vient d'annoncer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça te permettra de dépenser soit tes euros, soit tes Bitcoins. Et sur la carte, la particularité, c'est que tu vas gagner du cashback en Bitcoin sur toutes tes dépenses. Un système de cashback aussi en plus. Donc, c'est plus non seulement l'arrondi supérieur, mais c'est aussi un système de cashback selon les dépenses. Et donc, ça, c'est des partenariats avec les enseignes participantes. Là, on peut pas les annoncer. Mais un peu comme le système d'American Express où tu gagnes des miles quand tu prends l'avion. Là, potentiellement, si tu vas acheter chez Franprix plutôt que Monoprix, tu gagneras du cashback. Complètement. En plus. Ok, donc il y a vraiment un projet qui prend une autre envergure dans le futur. Voilà. Mais j'avais une question sur la carte. Pourquoi créer une carte alors que tu peux déjà te connecter avec toutes les API? Est-ce qu'il y a vraiment un sens vu que c'est déjà automatisé chez toi, quoi? Pourquoi avoir une carte supplémentaire pour moi alors que vous pouvez déjà se connecter à ce que j'ai déjà? Alors pour l'arrondi, tu pourras toujours le faire comme tu l'as décrit maintenant. Il y a deux raisons pourquoi la carte peut être intéressante. La première, pour le cashback. Comme tu l'as dit, donc on va vraiment concurrencer cet aspect Amex, Miles. Je veux juste préciser quelque chose là-dessus. Pourquoi c'est intéressant du Bitcoin en cashback plus que des miles? Les miles, ça n'a pas de prix. Tu peux pas, aujourd'hui, je te dis... Oui, tu as raison, un mile, ça n'a pas de valeur. Si, il y a peut-être un marché secondaire des miles. Peut-être, je le connais pas du coup, mais alors que là, l'avantage, c'est de se dire que tu as vraiment une valeur monétaire qui est rétribuée en cashback, qui a un prix, qui peut se revendre, qui peut se valoriser notamment. Et c'est un réseau ouvert, donc c'est-à-dire ton Bitcoin, tu peux vraiment l'utiliser, l'envoyer sur un autre wallet dans un autre pays. Donc vraiment, c'est beaucoup plus puissant qu'un Miles. Donc ça c'est ce qui est intéressant sur vraiment la partie disruption du marché du cashback en Bitcoin. Ça, c'est la première raison, le cashback en Bitcoin. La deuxième, il faut savoir que les banques sont extrêmement contraignantes avec leurs clients sur la partie achat et vente de crypto-monnaies. Donc là, l'idée de dire... en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a même réalisé par la suite. C'était plutôt une conséquence inattendue. Mais en fait, on s'est dit, si nos utilisateurs, déjà sur l'épargne, les banques sont contraignantes avec eux et parfois bloquent leur paiement. Les gens ne peuvent pas épargner ou acheter le Bitcoin sur BitStack parce que leur banque bloque le paiement. Pourquoi finalement pas leur créer l'expérience de A à Z et être, entre guillemets, leur banque? Alors, on ne sera jamais une banque qui est un établissement de crédit, mais on peut leur émettre un IBAN FR avec un compte courant et leur permettre de dépenser. Donc, du coup, je pourrais vraiment avoir mes crédits débits, exactement, transformer mes fiat en Bitcoin, mes Bitcoins en fiat. Et ça donne beaucoup plus de flexibilité sur ton expérience client parce que quand tu vends du Bitcoin, au lieu qu'on t'initie un virement pour te le renvoyer sur ton compte bancaire. Il y a des frais d'ailleurs peut-être là-dessus, non, quand vous faites un virement? Il y a des frais que nous, on subventionne du coup. D'accord, donc vous les prenez, donc c'est compris dans les 1,35%. Voilà, nous on dit c'est un flat fee. Parce que normalement, quand tu nous fais un virement, il y a peut-être des frais. Il y a des frais de virement SEPA, alors c'est quelques centimes, mais ça s'additionne. Ouais. Et donc là, on aura une expérience beaucoup plus complète. Ça n'empêche pas que l'utilisateur pourra garder son compte caisse d'épargne, crédit mutuel. Mais à terme, vous serez une néobanque. C'est l'idée, une néobanque Bitcoin, pour qu'on soit ton compte bancaire principal, enfin ton compte courant principal. C'est une vraie volonté d'être spécialisé dans le Bitcoin en termes de marketing, de communication, parce que tu parles beaucoup de Bitcoin, la néobanque Bitcoin, je trouve qu'en termes de marketing, communication, c'est très fort. En branding, pour moi, c'est essentiel quand on démarre un projet. Est-ce que c'est fait exprès, ou est-ce que demain, moi je me demandais, tu vois, moi j'ai un esprit un peu geek, moi j'aimerais bien une plateforme qui pourrait aller encore plus loin, où mon arrondi supérieur pourrait aller sur d'autres cryptos, que mon euro supérieur pourrait aller peut-être pour investir dans des projets NFT. Est-ce que vous avez prévu d'aller beaucoup plus loin sur les projets Web3 où vous voulez vraiment être la banque du Bitcoin? On a un focus 100% Bitcoin. Et je vais donner deux raisons. La première, c'est finalement celle que tu as mentionnée, qui est d'un point de vue proposition de valeur claire et simple. Parce que c'est dur de démocratiser un service en n'étant pas clair. Ouais, et ce qu'on a vu, j'ai envie de dire bizarrement pour les autres, c'est qu'on a réussi à avoir ces statistiques de croissance quand même. On fait plus de 20% de croissance par mois, pour te donner une idée. Donc on a plus de 20% de croissance par mois sur les utilisateurs actifs. Et on a 50% de primo-acheteurs. Pour nous, c'était pari réussi et on pense que c'est parce qu'on a gardé ça très simple sur le Bitcoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demander à mes parents, mes cousins, ma famille ou mes amis qui n'ont jamais acheté de crypto ou de Bitcoin
acheter du Bitcoin alors qu'ils en ont entendu parler, c'est plus simple que de leur dire investissez dans un panier crypto. Je suis entièrement d'accord pour pénétrer le marché. C'est pour ça que je trouve ça génial en termes de branding et de communication. Mais dans un futur, voilà, parce que dans un futur, peut-être que des gens qui vont être plus matures, peut-être comme moi par exemple, j'aurais peut-être envie sur mon arrondi, de peut-être aller sur d'autres monnaies comme l'Ethereum. Ouais. Et donc là, il y a la deuxième raison, qui est la suivante. C'est-à-dire dans une démarche où quand même, ça va être de l'épargne. Donc il faut que son épargne, il faut qu'il y ait des propriétés monétaires qui en fassent un bon support d'épargne. Il ne faut pas que ton épargne, elle soit sur n'importe quoi. On nous parle souvent d'Ethereum. Il y a quand même une différence clé entre Bitcoin et le reste. Bitcoin, ce qui fait que c'est un bon support d'épargne, c'est que ses propriétés monétaires ne changeront jamais. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y aura 21 millions de Bitcoin et il n'y en aura jamais plus et personne ne peut jamais changer ces règles-là. Personne n'est en capacité de dire aujourd'hui combien il y a d'Ether en circulation et il s'avère que la politique monétaire de Ethereum a changé déjà plusieurs fois et sera amenée à potentiellement à changer. Donc elle sera peut-être inflationniste, peut-être déflationniste, mais on ne sait pas en fait. Et pourquoi les gens ont de plus en plus confiance dans Bitcoin en tant que monnaie, c'est parce que on n'a pas besoin de faire confiance à qui que ce soit et les règles du jeu, moi j'aime bien dire, ne changeront jamais. On participe tous aux mêmes règles du jeu. Donc ça, il y a quand même le sujet, je me permets, petit bémol quand même, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière. Et on parle beaucoup de sécurité, mais est-ce que demain, à quel point c'est une sécurité, à quel point le réseau pourrait disparaître du jour au lendemain ou pas? Est-ce que c'est possible? Alors c'est pas possible parce que la sécurisation du réseau se fait par rapport au fait que les gens justement peuvent télécharger le logiciel Bitcoin. Donc moi je le fais par exemple, n'importe qui a un ordinateur peut télécharger le logiciel Bitcoin et c'est ça qui fait que le réseau est décentralisé. En l'occurrence, Ethereum, justement, parce que Ethereum offre beaucoup de fonctionnalités complexes, des smart contracts, je peux faire ci, je peux faire ça, fait que le nœud, ce qu'on appelle le nœud, qui est le logiciel Ethereum ou le logiciel Bitcoin, est beaucoup plus gros et beaucoup plus complexe. Et donc, personne ne le télécharge sur son ordinateur. Et ça, c'est problématique, puisque du coup, les seules personnes qui téléchargent ce logiciel sont des grosses entreprises ou la fondation Ethereum. Et donc, le réseau est centralisé. Et ça, c'est un vecteur d'attaque. C'est un vecteur qui fait que Ethereum pourrait disparaître changer. Et si demain il y a une monnaie, parce que tu vois, on peut investir dans l'or, dans l'argent, dans le cuivre, est-ce que demain, s'il y a, là on parle de, disons que Bitcoin c'est l'or, un argent ou tu vois, un cuivre avec pareil une donnée limitée, bon, peut-être que ça n'existe pas encore, ça je ne connais pas assez. Il y a pas mal d'articles intéressants sur pourquoi on peut pas copier Bitcoin ou on peut pas essayer de le remplacer. Il y a aussi un effet d'effet de réseau, comme on dit, network effect. La conception de Bitcoin et l'historique de Bitcoin jusqu'à maintenant fait que c'est le réseau. On pourra jamais reproduire ce qui s'est passé. La façon dont les Bitcoins ont été distribués et aujourd'hui c'est le réseau le plus sécurisé, le plus décentralisé. J'ai une question je reviens là-dessus, mais j'ai vraiment envie de me mettre à la place de quelqu'un qui investirait sur Bitstack. Comment ça se passe si par exemple tu as la moitié de tes users qui veulent revendre, qu'il y ait une chute, qui veulent revendre leur Bitcoin et qu'en même temps les exchanges avec lesquels tu es connecté n'ont pas ce qu'on peut appeler peut-être la supply ou j'en sais rien, la liquidité pour que tu puisses les vendre. Est-ce que tu te retrouverais pas dans une situation compliquée? Possible. Comment vous pourriez limiter ce risque-là, justement? En se pluguant sur plusieurs exchanges. Donc ça, c'est un vrai enjeu d'avoir le maximum d'exchanges. C'est un vrai enjeu. Je pense que nous, on le fait. On pourrait carrément ne pas le faire aujourd'hui parce que vous n'avez pas assez. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous deveniez une très très grosse plateforme, c'est ça. Il faudrait juste faire attention sur ces sujets de liquidité, quoi. Exactement. Même si le Bitcoin, il y a tellement de liquidité que logiquement ça va. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes que sur Bitcoin, parce que si c'était sur une monnaie où il y avait peu de liquidité, tu pourrais être très contraint sur ce marché, parce que concrètement, si tu passes un ordre au marché à vendre, mais qu'il n'y a pas d'acheteur en face, moi je peux pas récupérer mon dû. Tout à fait. Mais tu as quand même ce sujet-là, parce que faut qu'il y ait la liquidité au moment de la vente. Mais logiquement, elle est là. Mais... Nous, on est plugués sur, en gros, les 3 plus gros exchanges. J'essaie de pinailler pour trouver la faille. J'imagine qu'il n'y en a pas. Mais... chaque exchange fait plusieurs milliards de volumes par jour. Donc nous, on n'y est pas encore. On a le temps et en plus, on s'est plugué à plusieurs. Il faudrait que tout le monde vende en même temps. Et il faudrait que tout le monde vende en même temps. Et comme tu l'as dit, en plus, Bitcoin a la plus grosse liquidité. Et c'est le risque des petits altcoins. C'est que parfois, il y a des problèmes de liquidité. Est-ce que tu as une vision de l'écosystème crypto en France notamment? Est-ce que tu penses que c'est un marché qui va être régulé ou pas? J'ai vu qu'ils viennent de passer une réglementation pour les influenceurs qui ne peuvent plus donner des conseils crypto-monnaies parce qu'il y a eu pas mal de gens qui ont perdu de l'argent.
mais en même temps, ces gens-là, du coup, vont à Dubaï, font la même chose de Dubaï et ça arrive en France. Donc, est-ce qu'on n'a pas un risque en France de trop contraindre l'écosystème Web3 et du coup le laisser émerger, exploser un peu plus à l'étranger, tu vois? C'est toujours le risque de la réglementation, c'est quel est le juste milieu, le juste niveau de réglementation. En France, on a eu l'avantage de prendre le devant avec l'enregistrement PSAN, donc en fin 2020, début 2021. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est revenu en France et qu'on s'est enregistré. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle l'agrément PSAN. Donc c'est pour ça que je te parlais de cette nuance entre l'enregistrement et l'agrément. L'agrément qui est optionnel aujourd'hui, mais qui va devenir obligatoire. Ok. Qui est un niveau encore supérieur. Et ce qui a été voté, alors il y a la loi sur les influenceurs qui a été votée, qui encadre tous les influenceurs dans tous les domaines et qui a une sous-clause sur l'influence des crypto-monnaies, qui donc aujourd'hui indique qu'un influenceur et une entreprise ne pourront pas travailler ensemble pour une opération rémunérée, hein, c'est ça le cadre, si l'entreprise n'est pas, non justement pas enregistrée, mais agréée, PSAN. Et donc ça, nuance, c'est un peu dommage d'après moi, puisqu'il n'y a aucun acteur agréé PSAN en France. Donc nous, on a essayé de donner ce retour-là aux régulateurs en leur disant, et aux politiques qui ont fait voter ce texte de loi, en leur disant, écoutez, il y a 60 et quelques boîtes enregistrées PSAN, faites-le pour les boîtes enregistrées PSAN qui sont déjà, qui s'enregistrent et qui se soumettent à certaines réglementations strictes, exigences strictes. Mais ils ont voulu le faire passer sur les boîtes agréées, sachant qu'il n'y en a aucune. Donc là, ça va être un frein. Ok, ouais, bah, du coup, personne ne pourra faire de l'influence rémunérée. C'est chiant ça dans un domaine comme le tien, parce que justement, comme pour faire connaître une marque comme la tienne, faut passer par de l'influence, je pense aussi. On a passé par de l'influence. Alors après, c'est vrai que justement, il faut faire attention. Nous, on est une boîte enregistrée, on choisit les influenceurs. Et vous devez faire attention quand même. Et nous, on a notre propre image de marque qui est en jeu, donc c'est vrai que nous, on fait attention là-dessus. Donc nous, on était, pour te dire, positif sur ce texte de loi quand il parlait de le faire pour les boîtes enregistrées. Maintenant, les boîtes agréées, il s'avère que nous, on n'est pas agréés et il n'y a aucune boîte agréée. Donc là, c'est encore un autre sujet. Et ce qui a été voté cette semaine, c'est la loi MiCA, qui est là le passeport européen. Donc le PSAN, c'est un cadre réglementaire français. MiCA, qui est l'équivalent, on va dire. Mais ça sera une seule licence qui sera office de passeport européen. C'est bien. Et ça, c'est bien puisque l'Union européenne est quand même le plus gros single market au monde, mais il n'y a pas de façon de vraiment opérer. Donc c'est bien d'uniformiser des réglementations comme ça. On va uniformiser. Donc du coup, tu es plutôt favorable, tu dirais, à l'écosystème français Web3. Enfin, tu dirais qu'il y a un bon engouement, qu'on va bien s'adapter, ou qu'on va être un peu chiant et on va se mettre des contraintes? Alors, il faut un certain niveau de clarté. On le voit d'ailleurs sur ce qui se passe aux US, aux États-Unis. Le manque de clarté fait que pour des boîtes comme Coinbase, par exemple, c'est extrêmement compliqué d'opérer. Et là, en ce moment, ils demandent beaucoup plus de clarté aux régulateurs américains. Et c'est potentiellement ce qui va les pousser ils parlent de déménager, entre guillemets. Nous, on a l'avantage d'avoir cette clarté-là. Donc je pense que ça c'est extrêmement positif. On l'a vu avec Binance qui s'est implémenté en France. Justement, j'allais demander ça parce qu'ils ont pas mis leur siège même en France. À Paris. C'est le siège social de Binance. Alors je sais pas si juridiquement c'est le siège social. Ça c'est génial que la France pousse, parce que je crois que comment il s'appelle le fondateur déjà de Binance? CZ, ouais. Il avait rencontré Macron et moi je trouve ça génial que les politiques justement nouent des relations avec ces acteurs un peu internationaux et que du coup il est venu s'installer en France. C'est ça. Et ça c'est grâce à cette clarté réglementaire qui a été fournie. Puis ça crée de l'emploi aussi le marché Web3. Ça crée de l'emploi. Nous, à notre échelle, on crée de l'emploi. Vous êtes combien de collaborateurs chez BitStack? Nous, on est 7 aujourd'hui. 7. On recrute encore 3 postes. Donc c'est quoi les postes? Tu nous les dis comme ça, on sait jamais. On recrute un ingénieur mobile, front-end. On recrute un head of risk et compliance. On a déjà un là, c'est un head of, mais on a un head of parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets, et notamment Mika, dont on a parlé. Et un autre, c'est vraiment beaucoup ingénierie et conformité. Développement, produit, et puis les deux blocs. Les deux grands axes des fintech. Mais donc ça c'est bien. Après, petit bémol pour en fait faire le contrepartie à ne pas avoir trop de réglementation. Parce que qui dit beaucoup de réglementation dit coût, comme on le disait plus tôt. C'est ça, et du coup ça devient ingérable pour vous, il y a trop de coûts pour des startups. Donc il faudrait peut-être être plus souple au démarrage, en amorçage, pour que les startups puissent se lancer. Parce que si pour chaque startup qui se lance dans le Web3, elle a 500 000 euros de frais de régulation, alors que les premiers montants de levée de fonds, c'est en général 500 000 euros, 1 million. Et moi, j'avais la chance d'avoir un premier rapport, parce qu'en fait, en plus, on ne lève pas de l'argent dès le début. Nous, on a voulu se lancer pour faire c'est des vrais bâtons dans les roues pour les sociétés Web3. Donc, ça crée une barrière à l'entrée. Une réglementation simple pour pouvoir voir des projets émerger. Mais par contre, effectivement, à partir d'un certain nombre de users, avoir une réglementation bien adaptée, quoi. C'est possible de la faire évolutive, mais le deuxième point qui est important à mentionner, c'est aussi la partie manque de compétitivité envers des acteurs internationaux qui, eux, ne seraient pas amenés à être régulés. C'est-à-dire que, tu vas voir le truc très simplement, aujourd'hui, tu es une boîte française qui est soumise à la réglementation française,
comment est-ce que tu restes compétitif face à un acteur qui vient d'un exchange asiatique ou un exchange nord-américain qui dessert le marché français et qui, lui, n'a aucune exigence réglementaire. Si on nous tape trop sur la tête, je fais un peu des analogies, bien sûr. Si on nous tape trop sur la tête, comment est-ce qu'on est compétitif face aux acteurs Ça peut vraiment internationaux? nuire au business, quoi. Donc, c'est vraiment un vrai sujet, quoi. Donc, juste milieu pour que nous, on ait cette clarté réglementaire, c'est aussi un point positif. C'est gage de confiance envers les consommateurs. Ça permet d'avoir une plateforme sécurisée, etc. Mais voilà, ça permet d'être sur un marché sain. Donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. C'est toujours pareil. Tu disais que tu avais fait du trading d'une certaine manière où tu avais investi l'argent en bourse pour gagner ces 50 000 € que tu as investi dans la boîte. Du coup, c'est que tu as cet aspect un peu finance de marché. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trades ou tu investis toi en crypto-monnaie ou pas? Ou est-ce que tu fais du DCA, tu utilises Bitstack en fait Alors bien évidemment, ça serait surprenant, c'est l'inverse. T'es un cordonnier bien chaussé. Mais j'utilise Bitstack pour faire mon épargne Bitcoin. Ce que je faisais déjà avant en fait. Il faut aussi avec l'arrondi, tu utilises l'arrondi? Moi, j'utilise l'arrondi sur Bitstack et j'ai mis un récurrent en plus. Donc, moi, je fais l'arrondi x2 pour le. Et t'investis que en Bitcoin, en gros? Et ça, c'est quand même la conclusion, c'est que. Alors, je dis pas qu'il faut faire comme moi, mais moi, je suis 100% de mon épargne en Bitcoin. Ok. Voilà. Ouais, donc t'es le bon cas. Je suis aligné avec. T'es cohérent avec ce que tu fais. On est cohérent avec ce qu'on fait. Moi, j'ai une réelle. T'as gagné de l'argent déjà avec le Bitcoin, toi, ou pas? T'as investi depuis quand? Alors, ça dépend ce qu'on appelle gagner de l'argent. Si gagner de l'argent, c'est revendre en euros, non, puisque je n'ai pas revendu. Donc, je détiens. Tant que tu n'as pas revendu. Donc, techniquement, tant que je n'ai pas revendu, moi, je suis un peu peut-être trop avant. Enfin, j'ai un peu cette vision où potentiellement, je le revendrai jamais. Si un jour, je peux dépenser mes bitcoins en magasin, c'est un truc qui se transmettra peut-être. Peut-être qu'il se transmettra, exactement. Mais c'est vrai que si on traque la valeur en euros, oui, ça a pris de la valeur. Je pense que tu as pris de la valeur. Le temps. T'as investi depuis quand dans le Bitcoin à peu près? Alors moi, il faut savoir que j'étais étudiant, donc j'avais pas beaucoup de sous. Mais sur papier, mon premier Bitcoin, je l'ai acheté à autour des 1 000 $ canadiens à l'époque. Tu l'as bien acheté. Oui, mais comme je dis, parce que les gens souvent t'as pas mis 1 million, 100 balles quand je leur dis ça, j'étais étudiant, donc j'ai mis 100 €, quoi, 100 $. Et j'en ai acheté petit à petit, et après, plus tard, quand j'ai commencé à travailler, j'en ai mis beaucoup plus. C'est quoi la stratégie marketing aujourd'hui de Bitstack? Moi, ça m'intéresse. Comment une plateforme comme ça évangélise un nouveau produit? Comment vous vous faites connaître? Alors moi, je t'ai vu passer sur TikTok. Sur TikTok, du coup, Et je trouve ça bien parce que c'est vrai que je pense que le Web3 est pas mal sur TikTok. Est-ce que vous utilisez Twitter? Parce que je sais que le monde du Web3 est grave sur Twitter aussi. Voilà, c'est quoi votre stratégie, votre marketing mix, moi j'appelle ça? Ouais, alors pour peut-être rebondir juste sur Twitter, et ça fera l'intro sur le sujet marketing pour les boîtes du crypto, Web3, Bitcoin, c'est qu'on a toujours des contraintes. Il faut toujours déjà partir du constat qu'on a des contraintes supplémentaires. Ça doit être chiant, ça, moi je trouve, de développer une boîte et d'être tout le temps avec des contraintes. On a plein de contraintes. Je peux les nommer. Ouvrir un compte bancaire quand on a une boîte crypto en France, c'est très compliqué. Il n'y a aucune banque. D'ailleurs, en fait, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire. Donc, ah bon? Non. Si tu es une boîte crypto, tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire en France? Non. Ça, c'est un vrai point, il faut le dire. C'est compliqué. Deuxièmement, tu ne peux pas trouver d'assurance civile pro. Il n'y a aucune boîte qui va t'assurer non plus. C'est dingue. Troisième point, tu ne peux pas faire de marketing sur toutes les grandes plateformes, Google, Facebook et autres, puisque... c'est réglementé? Parce qu'elles estiment que c'est comme faire de la promotion de gambling ou de jeux d'argent et autres. Alors, et c'est là que ça fait le pont et que ça devient intéressant. Faut faire du SEO du coup. Les deux premiers points sont encore vrais aujourd'hui. Le troisième, ça a quand même évolué. Et en discutant avec ces boîtes-là et grâce, par exemple, à l'enregistrement PSAN, il est possible de faire valider son compte par ces boîtes. C'est un peu du cas par cas, en fait. Sur les GAFAM? Sur les GAFAM. Et donc, nous, c'est le cas, par exemple. C'est pour ça qu'on a des vidéos et qu'on fait tourner de la publicité sur Google. Tu as réussi à valider tous les GAFAM? À faire valider tous les GAFAM. Génial. Parce qu'on est on a fait pression en disant on est enregistré PSAN. Enfin, regardez, ça, c'est un énorme avantage marketing. C'est concurrentiel parce que si tous tes concurrents ne sont pas PSAN et ne peuvent pas envoyer de pub, tu t'imagines la longueur d'avance que tu as sur eux. C'est génial ça. Donc ça c'est ce qui nous permet, et c'est comme ça que tu nous as vu, on travaille avec l'équipe de TikTok, on travaille avec TikTok France, on travaille avec l'équipe de Google, on travaille avec l'équipe de Meta, on va dire, Facebook, Instagram. Oui, Meta. Donc maintenant, on en fait. Donc notre marketing mix, c'est quoi? C'est du social ads paid, donc on fait de la pub sur ces plateformes-là. On a eu fait de l'influence, ce qui marche bien pour nous si les influenceurs sont bien choisis. Et il faut faire attention sur l'influence parce que le ROI on peut ne pas s'y retrouver si certains influenceurs facturent beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, les influenceurs sont très demandés et donc les factures sont quand même élevées. Donc il faut faire attention.
Ça marche bien parfois les micro-influenceurs ou les plus petits influenceurs couplés avec de la pub à voir. Les formats UGC, comme je t'ai découvert sur UGC, TikTok, c'est avec des ce qui marche très bien. Ça marche bien pour vous. Voilà, ça marche bien pour nous. Et sur quoi on investit beaucoup, c'est tout ce qui est bouche à oreille et programme de parrainage. Oui, c'est un programme de parrainage. Voilà, on a un programme de parrainage et aujourd'hui, on a à peu près 20% de notre acquisition qui vient du programme de bouche à oreille et programme de parrainage. C'est génial ça. Combien ça a un coût de s'inscrire sur Bitstack ou pas, ou c'est gratuit l'inscription? Non, alors s'inscrire c'est gratuit. C'est vraiment c'est du pricing transactionnel, c'est dès que tu achètes du Bitcoin, on va te facturer 99%, mais si tu l'utilises pas, il se passe rien, on te facture rien. C'est quoi ton CAC, ton coût d'acquisition user aujourd'hui pour avoir un nouveau user qui s'inscrit sur Bitstack? Combien il te coûte? Ouais, alors je peux pas donner le coût exact. En te posant la question, j'imagine la réponse. Je peux dire qu'il est à moins de 20 €. Ok, d'accord. Il est à moins de 20 €, sachant, enfin il est à beaucoup moins de 20 €. Mais comme je peux pas trop donner. Alors le CAC là, c'est sur les users inscrits ou c'est sur les gens qui deviennent clients, qui sont des vrais users actifs? Sur un vrai utilisateur actif qui met 100 € de panier moyen par mois. T'es à moins de 20 € de CAC. Ok, donc t'as des stats de psychopathe, on peut dire peut-être. De ce que nous on voit des autres. Tu rentabilises un user sur moins d'1 an à peu près. Sur beaucoup moins d'1 an. De ce qu'on demande aux autres, on a un des meilleurs CAC. C'est assez impressionnant. C'est rare de rentabiliser sur 1 an, surtout si les gens restent longtemps chez toi. Surtout en fintech. Là, c'est user actif en plus, parce que sur 10 inscrits, on a peut-être, je sais pas, la moitié qui deviennent vraiment clients. Enfin, j'en sais rien. Mais... Ouais, les taux de conversion en fintech sont pas très élevés parce qu'il y a des étapes, il y a des points de friction importants. Faire son KYC, c'est chiant, il y a la réglementation. Donc nous on est quand même assez bon et on le traque bien, on fait pas l'erreur que beaucoup de gens font. Le CAC c'est sur vraiment un utilisateur actif, quelqu'un qui épargne. Donc on a un des meilleurs CAC, on a des bons chiffres. Après il faut voir la taille du marché parce que le CAC peut s'essouffler selon la taille du marché. Et c'est aussi pour ça qu'on veut pas vraiment cramer beaucoup de budget sur la partie paid et qu'on investit beaucoup sur le bouche à oreille, le SEO. C'est marrant, j'allais te dire le SEO parce que souvent nous avec Eskimos on accompagne des boîtes justement, on accompagne plein de boîtes qui sont réglementées, qui peuvent pas travailler sur les GAFAM, qui peuvent pas faire de Google Ads, de Facebook Ads. Et du coup, il y a des guerres qui se font sur Google en SEO parce que c'est le dernier canal. Donc, soit tu fais de l'organique effectivement avec des pages Instagram ou TikTok avec des influenceurs, soit tu fais de l'organique sur Google et du coup, voilà, on connaît bien ça. Et du coup, c'est une énorme barrière à l'entrée parce que par exemple, il y a des marchés où quand tu es premier sur Google et que tu peux pas faire de pub ailleurs, tu captes tout le marché. Et ça, c'est génial. Carrément. Donc, on en fait aussi, d'ailleurs, on a lancé. En fait, c'est vrai qu'on parlait de podcast tout à l'heure. Moi, à titre perso, je n'ai pas lancé de podcast, mais Bitstack a lancé un podcast. C'est ça. Mais c'est pas toi qui l'anime, c'est ça? Non, c'est pas moi qui l'anime. Qui s'appelle Comprendre Bitcoin. Qui aujourd'hui a pour ambition de vraiment vulgariser ce qu'est le Bitcoin, enfin faire toute cette partie de pédagogie. Donc il y a une vraie stratégie de content marketing. Moi j'appelle ça du content marketing. Est-ce que vous allez offrir peut-être une chaîne YouTube aussi pour démocratiser? Vous, votre rôle aujourd'hui, si vous voulez démocratiser, ça passe par la création de contenu pour moi. Ouais, ça passe. Alors, c'est ça, c'est création de contenu. Le podcast, du coup, ça fait sens. Pour rentrer dans les détails, c'est les mots-clés, c'est le référencement par différentes choses. Aujourd'hui, on a une cadence où on fait un article et un podcast tous les mercredis, donc toutes les semaines. Le podcast qui est disponible sur toutes les plateformes, donc Comprendre Bitcoin, et le blog Comprendre Bitcoin, sur lequel il y a un article par semaine, qui est animé beaucoup par Loïc Pendule, son nom sur Twitter, qui est quelqu'un que je connais très bien et qui connaît beaucoup le sujet de Bitcoin et donc qui est en mesure de vraiment vulgariser, avec qui donc on travaille beaucoup. Et parfois c'est aussi moi. Et on est amené à en faire de plus en plus parce que c'est ce genre de canal qui est pas très héroïste au début quand on fait de la pub et quand on est très bon sur la pub. C'est la cigale et la fourmi, je dis toujours. C'est vrai que techniquement, si on regarde purement mathématiquement, on ne devrait pas en faire. Tu vois, c'est-à-dire, on n'aura jamais un CAC. C'est long-termiste et puis ça légitime beaucoup de proposer du contenu expert dans un domaine que tu veux évangéliser. Voilà, vous avez combien de users aujourd'hui? Et vous avez gagné combien? On a annoncé plus de 25 000 comptes. Plus de 25 000 comptes, en 9 mois. En 9 mois. Voilà, pour des paniers moyens de 100 €. On peut c'est énorme. les volumes. Ouais, c'est énorme. Et on fait 20% croissance par mois. Donc vous êtes capable de gagner, j'aime bien faire ça, mais... Tu peux retrouver... Allez, on va dire, vous êtes capable de gagner en un mois, genre du 3000 users par exemple, moi je dis un chiffre comme ça, mais voilà. Vous êtes capable de les faire, quoi. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, non, je te demandais si l'inscription était payante parce que je me suis dit, je pourrais faire un code promo, un truc pour les gens qui s'inscrivent. Est-ce que vous avez prévu demain de faire, par exemple, carrément,
au lieu d'avoir 1,99% de commission, seulement 1% la première année ou un truc comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas là en live se faire un code promo, un truc en live, à chaque fois je demande aux gens. C'est vrai que j'y ai pas. Comme en fait, tout ça s'est fait tellement vite. On doit du coup, je te demande là en live, est-ce que vous proposez en live, ce qu'on a eu fait, donc ce qu'on pourrait faire, c'est un code promo. Alors vu que l'inscription est gratuite, ça changera rien à ce niveau-là, mais qui permettra juste de gagner 5 € en Bitcoin. 5 € en Bitcoin. Déposé sur ton compte Bitstack. Ok, et ça, donc il suffit d'avoir un code promo. Il suffit on a la possibilité de saisir un code promo dans l'app. Donc si tu me dis est-ce qu'on peut créer un code promo ensemble en live, alors il faudra que les gens qui nous écoutent nous donnent juste le temps de l'activer. C'est ça. Là, en fait, le temps qu'on sorte le podcast, à mon avis, on aura le temps de le créer. Je pense qu'on peut créer donc LBT pour Little Big Things. Allez. LBT et 5 du coup. 5 € en BTC. 5 € en BTC. Il faudra que les gens s'inscrivent, qui donc vérifient leur compte pour que ça soit un compte validé. Et donc le code promo, il se rentre à quel moment ? Alors ils peuvent le faire après. Donc ils vont s'inscrire, ils vont arriver dans l'app, toutes les étapes seront finies, ils vont dans compte. Dans compte, il y a un bouton qui s'appelle code promo. C'est l'onglet compte, et dans compte, il y a un bouton qui s'appelle code promo, et ils saisiront LBT. Allez, LBT5. Avec le chiffre 5, on se LBT5. LBT5. Donc LBT, c'est les initiales de Little Big Things, le nom du podcast. Et 5. Avec 5 pour les 5 € en Bitcoin. Et ils auront 5 € en Bitcoin. Génial. Donc je vais peut-être faire gagner à toute mon audience 5 € en Bitcoin. C'est ça. Au moins, comme ça, en fait, l'idée, c'est qu'ils aient leurs 5 premiers euros en Bitcoin d'épargnés sur leur compte, et après, ils activent des règles. Je serais curieux que tu me dises à la fin de l'épisode, parce qu'on a déjà beaucoup d'écoutes. Combien de gens est-ce que tu peux tracer le nombre de gens qui ont utilisé le... Ouais, carrément. Carrément, je pourrais trop bien. Je suis content parce que ça m'aide. On aura tout fait en live ensemble. Je t'ai invité, je t'ai envoyé un petit message sur LinkedIn. T'as tout de suite accepté, donc merci aussi pour ta transparence. C'est plaisir, sympa parce que je te posais des questions un peu quand je pouvais, sur les parts, les trucs, le nombre de users. On a vu les grandes mailles. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Tu penses qu'il pourrait être intéressant? Tu voudrais rajouter quelque chose sur tout ça, sur le Web3, sur le Bitcoin, sur Bitstack, sur l'entrepreneuriat? Écoute, je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Je réfléchis aussi à chaud, mais non, ce qu'on a dit, en fait, il y a pas mal de sujets sur l'annonce qu'on a fait mardi, mais qu'on a pu du coup aborder. Si quelqu'un veut faire un partenariat avec toi, peut-être il peut te contacter ou... On peut me contacter, les gens peuvent nous suivre. C'est quoi ton réseau, on peut te contacter? Sur LinkedIn, Alexandre Roubaud, R-O-U-B-A-U-D. Okay. Sur Twitter, Alex Roubaud. Ok, je vais t'ajouter sur Twitter, je n'étais pas sur Twitter, moi je suis pas mal actif aussi. On peut s'ajouter sur Twitter, et après il y a tous les réseaux de Bitstack, donc là vous tapez bitstack-app.com pour le site internet, et vous tapez Bitstack sur tous les réseaux. Vous avez ça, vous nous contactez, on a aussi un chat dans l'app pour les utilisateurs, donc nous, on communique directement avec eux. On a un Discord, on a un Telegram. J'allais demander si vous avez un Discord et un Telegram, forcément. Voilà, c'est ça. Et ce qui est très cool, et nous on en est aussi assez fiers, c'est que Kabir et moi, on est extrêmement actifs. Et c'est vrai que c'est rare. C'est génial. Moi je le dis en tant que client pour d'autres boîtes, c'est rare de discuter directement avec les cofondateurs. Nous, on s'assure d'être super présents. Ça, c'est le Web3 Spirit. Ouais, c'est vrai que c'est l'idée. C'est l'idée. Faut être cohérent avec le marché dans lequel on est aussi. Carrément. Si t'es Web3 et que t'es vachement autant que tu parles à personne, ça marche pas trop comme ça. On sait que dans le Web3, faut être proche de son audience, sur Discord répondre. Même pour une startup early stage, c'est important pour bien s'assurer qu'on développe le bon produit. On adore avoir les retours. Donc voilà, je pense qu'on a tout mentionné. On a le produit d'épargne aujourd'hui qui est tel quel. On a l'annonce du lancement de la carte Bitstack. Il y a une liste d'attente, du coup. Je mentionne juste ça. Pour cette carte de débit qui permettra d'avoir du cashback en Bitcoin. La liste d'attente, c'est bitstack-app.com/carte. On a déjà en quelques jours plus de 5000 inscrits. Trop bien. Sur la liste d'attente. Non, ou 3000 inscrits, pardon, entre 3 et 5000, je ne sais plus maintenant. Mais donc inscrivez-vous, et parce que les 5000 premiers, c'est pour ça que je pensais à 5000, les 5000 premiers auront accès à la carte en exclusivité et auront plein de perks, plein d'avantages, dont 2 fois plus de cashback, 0% de frais sur l'achat-vente de Bitcoin. Trop bien. Pendant toute la période de la bêta. Et ensuite, en sortie de bêta, la carte sera disponible à tout le monde. Est-ce que vous faites une newsletter? Ça, c'est un petit tips marketing, parce que je trouve que c'est important, moi. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaille. Je trouve ça sympa dans la création de contenu de recevoir une petite newsletter Bitstack toutes les semaines pour suivre l'actualité. Tu vois, là, par exemple, de vos nouveaux produits, d'évangéliser sur le Bitcoin, d'avoir des petites tendances de marché, avoir un peu d'actu aussi autour du Bitcoin, tu vois. On nous l'a demandé, donc on bosse là-dessus. Trop bien. Moi, je voudrais finir là-dessus. Est-ce que tu aurais un conseil pour un entrepreneur qui veut se lancer dans le Web3, lancer un projet crypto, je sais pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Sur quoi tu lui dirais d'être vigilant au début pour que ça puisse marcher? Alors, c'est un peu vague comme question, j'ai l'impression en te la posant, mais il y a plein d'entrepreneurs, je pense, qui vont vouloir se lancer dans cette industrie. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'ils fassent attention? Il y a des dangers?
il y a des conseils. Alors, on va faire ça simple. Je vais donner un conseil qui va être très spécifique on va dire, au marché crypto et un conseil, j'allais dire justement, qui a un dénominateur commun à n'importe quelle boîte. Donc, sur la partie dénominateur commun à n'importe quelle boîte, qui est souvent, pourquoi je pense à celui-là, qui est souvent oublié dans la crypto, c'est de s'assurer de créer quelque chose qui apporte de la valeur aux utilisateurs. Parce que souvent dans la crypto, les gens sont excités par des projets ou des technos, mais en fait, qui en cas concret n'apportent aucune valeur. Donc, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle crypto qui est sortie ou une nouvelle blockchain ou je ne sais quoi, ou un nouveau NFT, qu'il faut se dire qu'on va monter une boîte autour de ça. Parler à vos utilisateurs, quel est leur problème, qu'est-ce que vous voulez résoudre et tester. Enfin, lancer un truc, vraiment l'idée du MVP, hein, c'est bateau, mais vraiment faire ça. Et dans la crypto, je trouve que c'est souvent oublié. Donc, ça, c'est ce que je recommande. Et le deuxième, qui est quand même. On en a beaucoup parlé dans ce podcast, mais c'est la partie réglementation. Okay. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Et c'est vrai que comme il y a aussi beaucoup de jeunes qui se lancent dans la crypto, ils n'y pensent pas. Mais si vous allez vendre des actifs. Tu peux te prendre un mur monumental, quoi. C'est un marché régulé, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas vendre des trucs sur une plateforme. Oui, donc si t'as pas prévu ça, tu fais ton super projet, tu dépenses beaucoup d'argent dedans et au final t'as pas les réglementations, tu te fais taper sur les doigts, tu fermes et t'as tout perdu, quoi. Donc, Et t'as mis ta responsabilité personnelle en jeu aussi. Ah, t'as ta responsabilité personnelle en jeu. En tant que dirigeant d'une boîte, tu peux donc faut faire attention. Gaffe, donc c'est pas tous les cas qui ont besoin d'être réglementés. Il y a certaines zones, certains secteurs où il y a dans la crypto où il n'y a pas besoin d'être réglementé. Mais ce que je dis, c'est vérifier. Ça coûte rien de faire une consultation gratuite avec un avocat, avec Orwell notamment, ou avec d'autres. Okay. Ça, c'est cool d'avoir lâché le nom de comme ça, ils y vont. Nous, on travaille avec eux. Trop bien. Voilà, je trouvais pas ça si cher en plus, les 50 000 €. J'ai entendu des tarifs de réglementation plus élevés. Post-MiCA, ça dépend. Ça sera, on en a parlé. Post-MiCA, on parlera de centaines de milliers d'euros. Donc là-bas, à l'entrée, pour le passeport l'uniformisation européen. Sachant que c'est fin 2024 et qu'à partir de fin 2024, donc ça va coûter de plus en plus cher. Donc peut-être aussi le conseil, c'est lancez-vous maintenant avant que les trop de réglementation. Je pense. Gagner de l'argent avant de se faire réglementer. C'est le petit conseil peut-être de la fin, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, encore merci. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, donc le code promo LBT qui sont les initiales de Little Big Things avec le chiffre 5 à la fin. Je touche pas de commission dessus ou quoi, hein, c'est pas un partenariat ou quoi. Ça s'est fait en live. Donc moi, voilà, ne pensez pas que je crée ce truc-là pour gagner de l'argent, je toucherai pas 1 euro. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Moi, ça m'aide justement à remonter dans les charts et à faire que ce podcast fonctionne bien. Je vais vraiment créer une rubrique Web3 moi dans mon podcast parce que je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies. Je suis dans le digital depuis plus de 10 ans et voilà, le Web3 c'est la suite logique de tout ce que je fais. D'ailleurs, j'annoncerai plus tard le lancement d'un NFT Eskimos qui va être très sympa pour le fun, mais voilà, donc je vais avoir de plus en plus d'épisodes autour du Web3. Voilà, je mettrai le lien du coup Bitstack et comment aller dessus pour utiliser le code promo. Et encore merci pour avoir accepté d'être venu alors que j'avais fait qu'un épisode. Et puis aussi pour ton authenticité, pour vraiment m'avoir partagé les chiffres, parce que c'est ce qui fait que mon contenu peut être intéressant. Si on me donne aucun chiffre, c'est compliqué pour moi. Et du coup, tu m'as lâché plein de petites il y a plein de petites stats, plein d'insights, plein de petites stats. Mais merci à toi et c'est avec plaisir. Merci Alexandre et à bientôt. À bientôt. Ciao.